Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, en studio, j'ai avec moi Olivier Lacombe, pilote laconique. Bonjour tout le monde. Salut, je vais te passer un petit La peu. dernière fois que je me suis mis à parler, tout le monde me regardait avec des grands yeux. Fait que, Là, j'attendais un mot en latin, quelque chose. en latin. André Allard, éditeur en chef des Ailes du Québec. Oui, bonjour tout le monde. Je regarde ici, je vois ta console. Il me semble de voir des lumières rouges allumées. Est-ce qu'on est au micro? Tout est à That's a good thing. Tout est à on. Record. OK, on continue. Et Grégory Blanc, président de Mentor Aéro. Bonsoir. Alors, on part ça fort Ah oui, avec des nouvelles d'une dégustation. de bière. Oui, La absolument. côte. Mais moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour les gens de Nolinor. Ah ouais? Une, j'ai pas réussi à me faire une idée. Vite de même, je te dirais que 12 de plus, je serais capable de... OK. Il est parti Mais c'est en la, grand. c'est la Gold Edition. Là. Ouais, c'est la Ça go- se mérite. Ouais, ça se mérite. Ouais, t'as raison, ça se mérite. Mais j'ai essayé d'être subtil dans ma affaire. là, Subtil, oui. mais je sais pas Alors, si, à 42 sur le tarmac, c'était particulièrement délicieux la semaine dernière. Oui. Oui. Tout à fait. Ouais. Alors, Avec, merci encore une fois à l'équipe de Nolinor, médias sociaux et autres communications. Le team marketing. c'est- Oh, yeah. Oui, bonne petite bière. Ça, moi, je trouve que ça ressemble au goût d'une blanche, là, mais c'est... C'est un mix assez intéressant. c'est un mix Ça ressemble intéressant. beaucoup à la Boréale Pale du Nord. Bon. Délicieuse. Ouais. J'ai Très bon, adoré. très bon. Ouais, on a adoré, puis tu vois, de tout ça, on peut déduire une information technique. Maintenant, on sait quel genre de bière Nolinor va servir sur ces 737-400. Si vous avez la chance d'aller voyager, Ah non, mais André, il n'endort pas. Je vous le dis Ouais, tout de suite. À l'équipe marketing de Nolinor, là, André Allard ne dort pas. OK? Donc, il est là-dessus à temps plein. Fait qu'on a l'utilisation des 737-400, là, on a avancé dans ce qu'ils vont faire avec. Ça C'est commence ça. à être achalant un peu. Là. pour tout le monde. OK. All right. Ace Combat, Olivier. Ace Combat. Yes. Qu'est-ce qui Donc. se passe avec eux? Qui ne s'en rappelle pas? Bon, les gens, pour situer les gens, vous savez, il y a des simulateurs de vol sur PC. Dans le temps, il y avait Microsoft Flight Simulator. La nouvelle version va sortir bientôt. Il va être disponible sur Xbox et patati patata. Il y a aussi des simulateurs de vol militaires, de combat, qui sont plus ou moins accessibles par le fait que ça prend des ordinateurs très puissants pour les faire tourner et aussi des connaissances techniques assez profondes pour pouvoir voler un avion. Comme moi, personnellement, me donner un cours de qualification sur un F-18 pour juste m'amuser chez moi, non merci. C'est déjà bien assez de voler un avion Dans la vraie vie. dans la vraie vie. Mm. Si je suis pour m'amuser, je vais prendre un avion qui est très simple à voler. Donc, la série Ace Combat, c'est une série qui est faite par Namco au Japon. Le premier est sorti le 30 juin 1995 sur PS1. Et là, il y a eu plusieurs jeux. Il y en a vraiment eu beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un univers, c'est sur la Terre, dans le système solaire, comme on a chez nous, mais c'est pas les mêmes continents. Et le monde s'appelle Strange Real. Il y a eu une mauvaise traduction du japonais. À un moment donné, je crois que c'est dans le Ace Combat 3, où il disait A Strange Real World, et c'est devenu Strange Real, c'est devenu le nom de la planète. Donc, grosso modo, Ace Combat, si on veut, c'est un simulateur de vol de type arcade. Donc, on n'a besoin d'aucune connaissance en aviation ou de pilotage. On prend une manette de PlayStation, si vous voulez, maintenant aussi sur Xbox, et on part au combat. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'univers de Ace Combat, ici, on a la Coupe du monde de soccer tous les 4 ans, des Jeux olympiques à tous les 4 ans, tous les 2 ans, été, hiver. Eux, ce qu'ils ont sur leur planète, c'est un conflit mondial majeur à tous les 4 ans. Grosso modo. Good. On est Ça parti va d'un bien. drôle de concept. Ouais, c'est à peu près ça. Ben, ça prend un concept. Et puis, donc, il y a différentes factions, différents pays et qui sont inspirés des vrais pays. Exemple, on a OCA, qui est un mélange du Canada, des États-Unis, le Royaume-Uni et de Singapour. On a Belka, qui est l'Allemagne. En passant, Belka, c'est écureuil en allemand. On a Yuktobania, qui est l'équivalent de la Russie. On a Sapin, qui est l'Espagne. Spain, Sapin. Ah, OK. Et puis, on a aussi le Erusea, qui est un autre continent. Donc, chaque... Mais qui sont les méchants? C'est ben, la ça question. dépend. Ah Il y oui, a, dans le dernier jeu, les méchants étaient les gentils d'un jeu d'avant. Ah, Ah. OK. Donc, exemple, dans le... Chacun son tour au ouais. bat. Moi, j'ai commencé avec le Ace Combat 04, qui était le 4e jeu de la série sur le PS2 en 2001. Et là-dedans, il y a un astéroïde qui est venu s'abattre sur un des continents sur cette planète-là. Ça a frappé un pays en particulier les Russéas, plus fortement que d'autres pays. Et ces pays-là, ensuite, comme ils avaient un marasme économique, ils ont lancé des opérations de combat contre leurs voisins pour essayer d'aller chercher des ressources naturelles. C'était la prémisse du jeu. OK. Ensuite, il y a eu le Ace Combat 5, qui est probablement le meilleur de la série.
Ensuite, il y a eu le Ace Combat 6 qui était uniquement sur le Xbox 360. Ensuite, on a eu Ace Combat Assault Horizon. Je vous donne un topo. Passez cela, il n'est pas très bon. Et le Ace Combat 7 qui est sorti en 2019. Ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est qu'il y a des avions véritables dedans, donc F-15, F-4, Mitsubishi, F-2, peu importe, mais il n'y a jamais le nom du Mine Sécurité est jamais mentionné. Donc, c'est un Mirage 2000, c'est pas un Dassault Mirage 2000. Ah. OK. Parce Fait que donc, des faux continents, des fausses guerres, mais des vrais avions. Oui, donc parce que les belligérants, à la fois, les deux côtés peuvent avoir des F-15 et des F-18. Ouais, OK. Donc, c'est pas les Russes. Ça fait tellement longtemps Ouais. que j'ai joué à ça. Là. C'est l'équivalent des Russes n'ont pas que des matériels russes. Tout le monde pige dans le pot. OK. C'est comme si la propriété intellectuelle des avions était comme globale. Et il y a des avions fictifs, le X-02, le ADF-1, ADF-2, qui ont des habiletés spéciales. Dans le Ace Combat 04, il fallait trouver des caisses pour débarrer un avion et avoir assez de scores dans certaines missions. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un des amis du podcast, Ace Combat Fan, qui a une excellente chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos, on va vous mettre ça dans les notes, qui explique, si vous êtes curieux, en fait, lui, il a fait des vidéos, oui, il y a des vidéos où il nous montre de quoi le jeu a l'air, mais il a fait des vidéos où il explique, si on veut, le lore, tout ce qui est en arrière du jeu. Donc, pourquoi tel continent, tel pays a fait telle action, d'où ça vient, tel truc. Il y a des Fait qu'il excellentes a fait de vidéos. l'histoire militaire stratégique. Fictive. Ouais, c'est ça. Exactement. Cool. Donc, c'est vraiment très bien fait. Lui, c'est un jeune, il est après faire il a son commercial, il travaille chez Fast Air à Winnipeg. OK. Et puis il va bientôt commencer à voler les King Air là-bas. Donc on voit un petit shout-out. Il y a aussi un étudiant en cinéma, Nick Gillen, son nom. Sa chaîne, c'est Nassault. Lui, ce qu'il fait, il prend le simulateur de combat DCS World, qui est comme le meilleur simulateur de combat sur PC en ce moment, et il recrée des missions de Ace Combat avec ce simulateur-là. OK. Mais avec un flair cinématique qui est tout à fait hallucinant. OK. Intéressant. On va vous mettre ça ici. Puis il y a un autre gars, c'est un Irlandais. Il s'appelle Billy the Kid. Lui, il fait des skins pour DCS World, mais basés sur les factions qu'il y a dans Ace Combat. Ace Combat. Il y a beaucoup de gens sur DCS World, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les skins de Ace Combat et ils jouent à Ace Combat, mais dans DCS World. OK. Mais les vidéos que ça donne, surtout ceux de Nassault, c'est vraiment là, c'est complètement hallucinant ce qu'il fait avec ces trucs. Donc, on va mettre des liens. Puis, le podcast va sortir la journée du 25e anniversaire de Ace Combat, le 30 juin. Fait qu'on couvre tout, même les Ouais. jeux vidéo. Oui. Parle de Ben, tout. c'est de l'aviation. Ah oui. Absolument. Puis quelqu'un qui commence avec ça va peut-être finir par faire son cours de pilote aussi. Mais c'est exactement ça que j'allais dire, c'est qu'éventuellement, à travers, tu sais, chacun son petit quelque chose qui a semé la petite graine là, de. Fait qu'il y en a, c'est les jeux vidéo, il y en a d'autres parce qu'ils volent avec leurs parents ou quoi que ce soit. Là. Fait que c'est. Puis, C'est cool. je tiens à mentionner que dans Ace Combat, un des points forts des jeux Ace Combat, oui, le jeu est très le fun, c'est agréable de jouer, il y a du challenge, mais la trame sonore des jeux a toujours été excellente. Donc, c'est reconnu pour ça. Ils ont vraiment des très bons thèmes pour l'émission, tout ça. Cool. Super. Ben, bravo à ces créateurs de contenu. Ah, et, c'est japonais. Oui, Ouais. Namco. et aussi aux YouTubers que tu as mentionnés. Ouais. Bombardier livre son premier Global 5500. 5500. Hein? Merci, Ouais. André. Avant l'émission, tu avais de la misère avec. T'as C'est- encore c'est de la mal misère. parti. Ça reste, Ouais, ça reste non. parti. Ouais. Ça décolle pas ton 5500. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont livré dans un aéroport? C'est pas moi qui dis ça, Olivier Il n'y a Lacombe. pas moyen de savoir à qui ils l'ont livré non plus. C'est un client privé qui veut demeurer discret. C'est donc le dernier des 3 Global que Bombardier a mis au point. Un petit rappel historique, le 5500 et le 6500 avaient été annoncés à Genève au mois de mai 2018. Mhm. Et ça avait été à la surprise générale. Le développement a été complété en dedans En d'un- secret. ouais, puis là, les essais en vol ont été complétés dans un temps record. Et maintenant, on a une gamme complète là, chez Bombardier dans le Global. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cet avion-là, André? Ben, en fait, 5900 milles nautiques de distance franchissable, capacité de transporter de 16 passagers, Mhm. Ainsi que des moteurs. nouveau moteur. Ouais, c'est les Rolls-Royce Pearl. Pearl. Et en fait, et ce qui est intéressant, c'est dans le cas des moteurs Pearl, ils ont réussi à garder la même nacelle d'avant. Oui. Et ce qui avait permis à Bombardier de transférer un 6500 en secret à Genève, parce que comme il y avait le même nacelle de moteur, les mêmes aspects extérieurs, l'avion, personne ne s'en est rendu compte, sauf au moment où ils ont dévoilé l'avion.
Les Global 5500, 6500, si vous comparez aux 5000 et aux 6000, la grosse différence, c'est sur l'aile. À l'arrière de l'aile, à un moment donné, il y a une petite recourbure, donc elle est un peu plus inclinée. On a modifié la structure de l'aile un peu. La cambrure de l'aile. La forme, la cambrure, structurellement, ça a changé un petit peu aussi. On a amélioré 2-3 petites affaires sur l'aile aussi. Parce qu'en fait, pour économiser dans les frais de recherche et développement de ces appareils-là, Bombardier avait décidé de garder la même chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que le fournisseur des ailes, c'est encore MHI. Ouais. Le moteur, on a modifié le type de moteur, mais en gardant la même nacelle. Donc, on a vraiment fait un gros effort. Tout ce qui est à l'intérieur de l'avion, le passager verrait pas ou peu de différence avec un 5000, 6000 en ce moment. Si tu as pris les nouveaux sièges nuages, des choses comme ça, c'est la même chose. Donc, c'est très standardisé maintenant. Donc, tu as 3 produits plutôt standardisés. Fait intéressant, le 5500 et le 6500 se vendent moins cher que le 5000 et 6000. Tu as plus de distance franchissable, tu as plus de confort, mais tu payes moins cher. Donc, ça risque d'être très populaire. C'est une réponse très efficace à Gulfstream, entre autres. Okay. Donc, c'était l'objectif. Dans le contexte où les avions d'affaires ont la cote actuellement à cause des circonstances sanitaires, on va dire, oui. Ça donne bien. Là. Avec l'Europe qui déconfine graduellement, puis les vols à l'intérieur des États-Unis aussi, les vols d'affaires à l'intérieur du continent américain reprennent. Donc, on peut s'attendre à ce que les commandes commencent à rentrer de nouveau, ou en tout cas, que Bombardier soit capable de livrer de nouveau. Là, l'obstacle en ce moment pour Bombardier, c'est à l'usine, distanciation sociale, cadence de production modifiée. Ouais, l'organisation du travail est complexe. Il faut que les normes, il va falloir que le Canada rouvre ses frontières aux passagers américains parce que on s'entend, la majorité des Global s'est vendu aux États-Unis. Puis là, quand l'équipage vient chercher l'avion à Montréal, il faut qu'il reste 14 jours. Hein, tu sais, regarde, il y a un paquet de petites... Avec le fait, par contre, que la première vague a même pas l'air de vouloir prendre fin aux États-Unis, c'est mal parti de ce côté-là. C'est mal parti de ce côté-là. Donc, il y a encore des points d'interrogation, mais on sent qu'on avance chez Bombardier. OK. Good. Greg, on a fait une enquête. En fait, on est en train de faire une enquête au Pakistan sur la certification des pilotes. Et a priori, ça augure un petit peu mal. Ouais, c'est une histoire qui est assez troublante parce que c'est en préparation d'émission, on se disait, hey, c'est probablement un bon exemple de comment on va adresser un problème de mauvaise culture at large. Là. Dans le cas au Pakistan, puis culture réglementaire, on s'entend. Là. Ouais, culture réglementaire, en tout cas, il y a beaucoup de choses parce que c'est très compliqué au Pakistan. Là. Mais bref, ce qui est sorti donc, c'est que on s'est rendu compte, il y a une enquête qui a été mise en place par les autorités réglementaires au Pakistan, qui a été présentée par on va dire le ministre des Transports. Là. Donc, je ne m'essayerai pas à dire son nom. Puis on s'est rendu compte que à travers tous les transporteurs présents au Pakistan, donc c'est pas juste, on a beaucoup parlé de PIA, là, de Pakistan International Airlines, le transporteur national, mais il n'y a pas juste lui, il y a Serene Air aussi, puis Air Blue. Puis on s'est rendu compte à travers une enquête assez exhaustive, je suis assez impressionné honnêtement, là. 40% des pilotes ont, si on résume grossièrement, là, ce qu'ils appellent une fake license. Donc, 40%, c'est bon, ça. 40%. Il y a 860 pilotes actifs au Pakistan en ce moment, à peu près. Là, on fait des chiffrons, là, mais donc 860 pilotes actifs. Là-dessus, ils en ont trouvé 262 qui ont une licence fictive. Puis là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que c'est entre autres un des gros problèmes qu'ils ont trouvé, là, qui semble avoir highlighté, qui est mis de l'avant, là, c'est le fait que les gens payent quelqu'un pour aller faire l'examen. Ils en ont trouvé beaucoup. Oh, ça c'est sérieux, ça là. C'est pas juste rajouter des heures sur ton logbook. Exactement. Là. Fait que là, les deux problèmes qu'on a mis de l'avant, c'est expérience fictive et le fait que les examens ont été falsifiés. Dont, entre autres, ce qui a triggeré cette enquête-là, c'est il y a eu beaucoup de crashs au Pakistan ces dernières années. Entre autres, en 2016, le fameux ATR qui s'est encastré dans la montagne. Et ça, on s'était rendu compte qu'il y avait probablement... on soupçonnait qu'il y avait des choses, mais là, ça a vraiment mis de l'avant cette problématique-là parce qu'on s'est rendu compte, par exemple,
qu'un des pilotes avait obtenu sa licence un jour férié. Ceux qui ont déjà été au Pakistan sauront qu'un jour férié, le public, férié au Pakistan, il ne se passe pas grand-chose. Fait que c'est fort peu probable que tu aies été capable de faire tes examens cette journée-là. Non, le ministère est inexistant ces jours-là. Ah, oublie ça. C'est mort. Donc, tu restes à l'hôtel, hein, puis tu joues dans le jardin. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques comme ça où il y a des choses, ça se pouvait pas. Et donc, tout ça pour dire que sur ces 860 pilotes actifs, 262 pilotes ont été flagués, on va dire, en bon français. Puis, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y en a déjà 9 qui ont avoué avoir complètement falsifié leur dossier. Certains autres sont partis en cours parce qu'ils veulent contester. Ce que ça a donné également cette semaine, c'est que sur les 434 pilotes de PIA, de Pakistan International Airlines, qui vient à Toronto en 777 par exemple, il y en a 150 de ces pilotes-là qui ont été groundés. Moi, je serais curieux de savoir comment Lisa va réagir face à ça, parce que... Moi, je pense qu'ils vont bloquer l'airline. J'ai un mot pour toi. Mal. Oui, parce qu'on parle de problèmes systémiques. Yoï. Oui. Et j'ai vu à un moment donné une déclaration de PIA, Pakistan International Airlines, à ce sujet-là, qui dit, ben, nous, on n'a commis aucune faute. C'est un problème de certification ou d'optation des licences qui relève du ministère. C'est vrai qu'à ce niveau-là, le mais ça- airline Ouais, non, mais paraît sérieusement, mal, mais... quelqu'un qui n'a pas étudié, qui a pas fait son cours, tu le mets dans un simulateur, ça va être flagrant, là. Voilà. Ben Alors, oui, c'est là. un très bon point, Olivier, et j'ai une réponse pour toi. Engage un chef de cuisine qui n'a pas fait de cours de chef de cuisine. T'as entièrement Tu le raison. regardes Fais-moi une cuisiner, tu vas le béchamel. voir, là, ouais. T'as entièrement Toi, tu vas pas raison. regarder le faire. Il y a une réponse à ça, justement, parce que j'ai eu la même réaction de toi en préparant tout ça, là, en voyant ça quand c'est sorti cette semaine. La grosse problématique qu'ils ont, c'est qu'il y a eu beaucoup de push politiques. Ah, ouais. Ouais. Mhm. Ça, c'est un très gros problème au Pakistan. Là. Fait que c'est pas ce que tu sais, c'est qui tu connais, mais genre, c'est exactement ça. C'est même plus juste une expression, là. C'est la vie de tous les jours. Là. Et également, on ne reconnaît pas le mérite. Et ça, ce que je viens de vous dire là, le push politique et la non-reconnaissance du mérite, c'est les deux points majeurs qui ont été highlightés pendant que le rapport a été présenté à l'équivalent du Sénat pakistanais cette semaine. Là. Donc, le ministre des Transports a ouvertement dit, ben, on n'aurait pas ce genre de problème-là, ou peut-être pas autant que ça, Avec une méritocratie. si ça allait plus au mérite et si tu n'avais pas poussé ton fils parce que tu connais le gars qui connaît le premier ministre, là, on n'aurait pas ce genre de problème-là. Donc, c'est une grosse crise en ce moment au Pakistan. PIA a déjà commencé à être obligé d'abolir. Ils viennent de recommencer, puis ils ont déjà été obligés de canceller des vols parce qu'il n'y a pas assez de pilotes. Ouais. Ils sont quand même chanceux que ça arrive maintenant, là. Ben, Ouais. il y a le crash du 320, là. Oui. Cette semaine, il y a eu Ben, des nouvelles, c'est un clou de plus. des qui s'est nouvelles ajouté, là. images. J'avais vu les photos de l'avion qui glisse sur la piste. Oui. Non. Ouais. C'est assez incroyable. On va les mettre dans les notes, là. Dans les Ouais. notes, là. Ils se sont rendus compte que les pilotes avaient sorti le train d'atterrissage avant d'atterrir. Ils l'ont rentré. Hein? Ils ont atterri pas de roue sur la piste. Puis on Ouais. a des photos de l'avion qui glisse sur la piste avec des flamèches en dessous, des étincelles. Fait que ce qu'on avait dit, là, il y a 2 ou 3 épisodes, là, qu'il semblerait que peut-être les Fait moteurs que c'était auraient clairement scrappé pas un la... problème technique avec le Non, train non, non. d'atterrissage. C'est un vraiment un problème problème de- de pilotage. Oui. De pas de licence. C'est facteur humain à 100 à l'heure, malheureusement. Je dirais même à Je sais pas à 100%. combien à l'heure, mais vite. Ouais, mais même si t'as triché ta licence, t'as eu ton... Là, ça veut dire aussi que l'obtention... Parce que si t'as fait ton cours sur type, t'as fait ton type rating, puis que tu voles sur type depuis des années, il me semble que t'es supposé avoir réussi à développer des bons réflexes en tant que pilote. Oui, mais probablement de base, André. Là. Tu sais, je veux dire, on en connaît plein des pilotes. Là. On a déjà tous volé. Tu peux être un pilote correct, 2 jours, en plein, tu sais, tempête de ciel bleu, puis tout ça. Là, quand t'arrives, tu sais, puis en plus de ça, il y a plein de problèmes dans le crash que tu parles, Olivier, parce que c'est ça qui a, en fait, le crash du 320, ça a validé la démarche.
ils se sont rendus compte, le CRM, oublie ça. Le cockpit stérile, oublie ça. Les gars, jusqu'à 3 pieds du sol, jasaient encore de la COVID puis de la problématique que ça a amené, tout ça. Fait qu'on était vraiment pas concentrés sur le pilotage. Tu sais, il y a plein de choses comme ça, André, qui font qu'à un moment donné, culture générale, tu peux t'en sortir, passer à travers les cracks, tu sais, puis être capable de piloter quand il fait beau, quand il y a rien, il y a pas de vent, il y a rien. Mais quand vient le temps de démontrer tes skills puis ce que tu sais, ben déjà, là-bas, ils ont des conditions très particulières, là, des lieux élevés, des conditions météorologiques difficiles. Ils sont quand même chanceux que ce soit arrivé au Pakistan. Parce que je pense que si c'était arrivé en Europe, on aurait d'autres types de problèmes actuellement. Oui, je pense que ça irait mal. Tout ça pour dire qu'on salue tout de même le fait qu'ils adressent cette problématique-là de front et ouvertement. Ben moi, je pense honnêtement que c'est la meilleure chose que le Pakistan peut faire s'ils veulent montrer que c'est effectivement un pays moderne et il va falloir qu'ils aillent de front puis il faut commencer par reconnaître le problème. Oui. Mm-hmm. Là, je pense que ça a déjà commencé, mais là, on va voir comment ça va se passer au niveau politique et. Oui, puis de toute façon, ça prend une solution. Qu'est-ce que tu fais? Tu repasses tous ces pilotes-là par leur certification de A à Z? Je sais pas, mais là, PIA a annoncé qu'il était en processus de les mettre à la porte. Ouais. T'es mis dehors, puis tu repasses le processus au complet. Tu vas faire tes licences, mon brave. Oui, à suivre. Donc, on aura probablement un suivi là-dessus dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là. Ça va être intéressant de voir ça. Hey, mais vraiment, là, le timing est fou. Tu sais, que ça arrive au moment où les vols sont annulés en aussi grande quantité, ça... En tout cas, une chance entre gros guillemets, là. Entre gros guillemets. OK. Premier V22 à North Island. Oui, le CMV-22, on vous en avait parlé récemment. L'avion qui va remplacer le Cedar Greyhound dans la marine américaine. Oh ouais. Donc, le premier a été livré à North Island, c'est l'État de Washington. Et puis, on se souvient que le C2 ne pouvait pas... c'est un avion qui est vieux, qui a au-dessus de 40 ans, mais ne peut pas embarquer le moteur du F-35C en entier sur sa remorque de manutention. Donc, le V-22 peut le faire. Et là, c'est un nouvel escadron qui a été créé pour ça, le Fleet Logistics Multi-Mission Squadron, VRM-30. Oh. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouvel escadron, donc ils n'ont pas transitionné les escadrons de Greyhound. Ils ont fait un nouvel escadron parce que, comme le V-22, c'est à la fois un avion et un hélicoptère, si on reprenait l'expertise de 3 milieux différents. Donc, ils sont allés chercher des spécialistes dans ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent le COD, le Carrier Onboard Delivery. Donc, aller livrer des trucs en avion, en mer, sur le porte-avions. Ouais. Ils ont pris des pilotes d'hélicoptères pour les opérations en vol vertical, proche de navires, tout ça. Et aussi des Marines avec leurs 20 ans d'expérience sur le Osprey. Ils sont venus pour monter le cadre d'opération de cet escadron-là. Eux autres, ils partent avec une page blanche. Okay. Donc, vraiment, c'est un nouvel avion. Oui, c'est une mission qui existe déjà, mais c'est une nouvelle façon de faire la mission. Donc, ils sont partis d'une page blanche. Puis, on regarde les meilleures pratiques de nos collègues des Marines. Ils nous parlent pas qu'ils sont allés voir qu'est-ce que l'Air Force fait avec leur V-22. C'est vraiment les Marines. Parce qu'eux sont habitués d'opérer sur l'océan. Mm-hmm. Donc, comment on va faire pour faire ces opérations-là? Donc, tous ces gens-là ensemble vont arriver avec un concept d'opération, avec des procédures pour l'Osprey. OK, cool. Intéressant. Greg, Pratt & Whitney investit à North Berwick. Oui! C'est quoi cette histoire-là? North Berwick, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans le Maine. C'est une usine dont je suis à peu près certain que la plupart de nos auditeurs ignorent totalement l'existence de. Pas juste les auditeurs. Ouais, et nos collaborateurs également. Je seconde. Ouais, c'est une de ces usines de Pratt qui est totalement incognito. Mais plus maintenant. Mais plus maintenant, car... Greg a levé le voile. Et ça aussi. Oui, entre autres, oui. Et surtout parce qu'ils ont reçu un chèque de 12,5 millions. Ça aide. Pour, c'est quand même assez gros. C'est pas la PCU, ça, là, le chèque de Non, c'est pas la PCU. Puis moi, je pensais que c'était une petite shop dans un vieux hangar ou une vieille affaire là, qui traînait dans un coin. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est quand même assez gros comme usine. Et que ça fait surtout du manufacturing dans le Maine. C'est pour ça qu'on n'en entend pas vraiment parler. Du manufacturing? Oh! Si j'avais un drum roll! Bravo, Olivier! Donc, sur ces bons mots, continuons.
Il y a à peu près, bon, vous donner une idée rapide, là, on parle d'une usine de 2200 personnes. Ça fait du manufacturing pour Big Pratt. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est que on va essayer d'augmenter la capacité, notre capacité MRO aux États-Unis pour le Gear Turbofan. Okay. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une division MRO dans cette usine de manufacturing au Maine. Donc, ils vont se retrouver très prochainement à faire du MRO pour le Gear Turbofan. Peux-tu nous rappeler sur quels appareils ces moteurs-là sont installés? Donc, eux autres vont commencer à travailler sur le 1100, qui est le moteur du Airbus 320 Neo. Pour le moment, il n'y a pas d'autres plans au niveau du... pour tout ce qui touche au C-Series A220, là, le 1500, il n'y a rien qui change pour le moment. On sait, entre autres, que Delta se prépare très beaucoup pour embarquer sur ce marché-là. Mm-hmm. Donc, aux États-Unis, on sait qu'il va y avoir Delta. Il va très certainement y avoir une autre usine américaine sur le sol américain qui va s'occuper des 1500 éventuellement. Pour le moment, c'est entre autres West Palm Beach qui s'en occupe. Puis ici à Mirabel, on reçoit aussi des fois certains morceaux qui sont à arranger ou quoi que ce soit. Là. Mais toute la logistique au niveau du MRO n'est pas encore tout à fait bien établie à travers le monde. MTU va en faire, c'est sûr, parce que MTU fait des morceaux pour le Gear Turbofan. Mm-hmm. Donc tout ça est en train de se placer là, tranquillement. Okay. Super. Intéressant. On passe, messieurs, à la nouvelle section Europe. Ouh! Okay. Les Europes? On prend l'avion. Les vieux pays. On atterrit. Ouais. 8 heures plus tard. Tout ça. 14 jours à l'hôtel. Oui. Mais en Europe. Ouais, mais t'es à l'hôtel pareil. Ouais, il y a ça. Ouais, une chambre d'hôtel. Tu peux même pas aller dans le jardin. Une chambre d'hôtel, tu peux pas aller dans le jardin? Ben non, t'es confiné dans ta chambre pendant 14 jours. Ah oui, c'est vrai, c'est une vraie quarantaine. Ah oui, quand t'arrives là, t'as le temps de faire le tour de la carte des menus, du menu dans... Cher et plate. Ouais. Donc, que se passe-t-il dans les Europes? Airbus Hélicoptère obtient la certification de son H145. La nouvelle version du H145, tout à fait. Le H145 né BO105, BK117. Alias. Ouais, oui, c'est une complète évolution assez... Du nom, tu veux dire, ou de l'appareil? De l'appareil. Non, de l'appareil, en fait. Et des deux? Ouais, ben le H145, en fait, la plus grosse, c'est le D3. Ouais, c'est ça. Le nouveau, c'est le D3. Il y a un rotor 5 pales. Il est facile à reconnaître. Ouais. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça augmente la charge utile de l'hélicoptère de 330 livres. OK. Donc, une personne et demie. Ouais, à peu près. Ben, ça dépend quelle personne. Ou André. Ben, c'est ça, j'allais dire, ça dépend. Mais 330, c'est dur. Je la prends mal. Ben non. Ouais, je trouve ça rough, là, quand même. 200, attention à notre André, là. Non, c'est presque 2 personnes. Donc, c'est plus de carburant, peu importe la mission de l'hélicoptère. Mais ce qui est intéressant, c'est que les opérateurs, ils vont pouvoir, ceux qui ont déjà des H145 D2, on parle pas du film de Mighty Ducks, mais ouais. Ils vont pouvoir modifier leur H145 D2 en H145 D3 avec un kit de mise à jour, de modification. Mais ça inclut-tu le fenestron, ça? Je crois que le D2 a déjà le fenestron. OK. C'est vrai que le H145, le D2, ouais. Parce que la grosse particularité, on parlait de l'évolution de BK117 et BO105 et tout le kit, là. C'est entre autres qu'on avait un rotor de queue conventionnel. Ouais. Puis éventuellement, dans toute cette longue histoire-là, on a eu la transition du rotor de queue traditionnel au fenestron, le fameux fenestron typique à Eurocopter à l'époque. Là. Et puis, donc, c'est ça, ils vont pouvoir changer le rotor principal pour aller chercher le rotor le poids supplémentaire. Oui. Et pentapale? Ça sonne pas bien. Je me risquerais pas, non. Mais et il y a toujours les moteurs, les Safran, anciennement Turbo Mecha, Ariel 2E sur l'hélicoptère. Ouais, full FedEx. Très intéressant. Oui, et avec c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est un H145 avec les nouveaux moteurs, le rotor 5 pales. Oui. Puis on va vous mettre dans les notes, il y a une petite vidéo que j'allais dire Eurocopter, excusez-moi, Airbus Hélicoptère a sorti qui montre le fonctionnement du rotor. Puisque la grosse particularité de ce rotor 5 pales-là, c'est qu'il est en élastomère total plastique, que certains disent sur les médias sociaux, qui est supposé faciliter la maintenance dû au fait qu'il y en a moins à faire. Puis c'est beaucoup plus souple, moins de vibrations et tout le kit de ça. Mais tout ça pour dire donc Airbus a fait un beau petit vidéo qui explique comment fonctionne ce nouveau rotor-là. On vous le mettra
en note. Très intéressant, très bien fait, comme d'habitude. Super. André? Oui, c'est moi, ça? On s'attendait qu'avec la COVID et toutes les subventions que toutes les organisations aéronautiques reçoivent partout dans le monde, les poursuites de Boeing et les poursuites mutuelles, en fait, de Boeing et de Airbus au niveau de l'Organisation mondiale du commerce deviennent caduques. Ouais, ça aurait dû être le cas. On pensait derrière. à ça, parce que c'est ça qui ferait du Moi, je me sens serais pour tout le monde. attendu à ça. Eh bien, non, finalement. Et d'ailleurs, les États-Unis persistent et signent en ajoutant des produits sur les listes de tarifs douaniers pour mettre de la pression sur Airbus dans la suite des choses. Parce dans le fond, ce qu'on voudrait, de part et d'autre, c'est une solution négociée, plutôt qu'un règlement de l'OMC. En théorie. Ben, c'est ça. Mais tu sais, si je regarde la guerre commerciale que les États-Unis ont fait à la Chine, ça a tellement bien marché. J'imagine qu'on cherche le même résultat avec l'Europe. Tu veux dire l'affrontement? Bon, en tout cas, on se comprend. Oui, exactement. Mais grosso modo, ça donne quoi comme résultat pour Airbus aux États-Unis? Pas grand-chose jusqu'à maintenant parce que tous les sous-assemblages ne sont pas touchés. Les 220 ne sont pas touchés puisqu'ils sont assemblés à Mobile. Donc, jusqu'à maintenant, ce ne serait pas la fin du monde, semble-t-il. Et de toute façon, il y a des tarifs réciproques. Mais dans ce cas-là, anyway, ça touche vraiment pas juste des produits aéronautiques. Là, on ajoute les olives sur la liste. Là. Ça a vraiment pas nécessairement de rapport. Là. Mais j'allais faire en joke. Genre, en tout cas, ils vont ajouter un fromage de plus, mais finalement, c'est pas une blague. Non, sérieux, ça ressemble à ça pour vrai. C'est vrai que les États-Unis en cultivent tellement beaucoup des olives qu'ils ont besoin de se protéger. Ah non, puis tu sais, l'Europe taxe les jeans, là, tu sais, ça a vraiment pas de... L'Europe taxe les jeans qui sont fabriqués au Bangladesh. Mais bon. Oui, mais distribués par une compagnie américaine, tu sais. Bon point. En tout cas, on se comprend. Ouais, mais c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que ce dossier-là, qu'on pensait qu'il se réglerait tout seul à la satisfaction de tous, sauf des grands cabinets d'avocats, ça ne sera pas le cas finalement. Ben, et voilà. Et d'après moi, quelque part en février ou mars l'année prochaine, ça pourrait commencer à s'assouplir. Ben, on va voir, parce qu'en fait, je vois pas comment les résultats pourraient être positifs avec les espèces de contrats de la défense vraiment pas subtils au niveau du financement des organisations américaines, par exemple. Moi, je pense qu'André faisait allusion aux élections. Ouais. Ah oui, effectivement. Oui. Mais parce que le nouveau président rentre en fonction à la fin janvier. Si il y a un nouveau président, on espère qu'il y aura un nouveau, mais... Disons que les sondages sortis la semaine passée... tendent à influencer... Oui, sauf qu'en même temps, la dernière fois, les sondages, on n'a pas pu s'y fier du tout, mais cette fois-ci, les marges sont tellement importantes que, bon, et deux, on doute fortement que la gestion des enjeux qui sont préoccupants actuellement, c'est-à-dire les problèmes raciaux et la COVID-19, soit beaucoup améliorés d'ici la fin de l'année. Est-ce que, au niveau des subventions, c'était pas le M. Da Silva qui était le président d'Embraer qui avait dit, il y a quelques années, qu'il faudrait s'entendre sur des... Il avait genre dit, je me trompe peut-être, il avait genre dit tout le monde subventionne l'activité aéronautique, il faudrait juste s'entendre pour dire tout le monde le fait, voici à combien on a le droit de le faire, puis en fait, il fait. Historiquement, ça existait. Donc, au début des années 80, on avait une entente internationale, quasi internationale, qui expliquait que pouvaient être les subventions. Dans le fond, ce que Boeing dit, c'est que Airbus n'a pas respecté ces ententes-là, qu'il avait de toute façon déchirées. Quand Boeing est devenu un concurrent sérieux. Donc, ces ententes-là tenaient tant que Boeing pensait que Airbus n'était pas un vrai concurrent. Quand c'est devenu un vrai concurrent, ils ont décidé de déchirer l'entente. Ils ont essayé de la renégocier. Et puisque ça a été un échec, on est rentré en poursuite à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais effectivement, il y avait des provisions dans le traité, avant l'OMC, là, les fameux GATT, les General Agreement Trading Tariffs, là, il y avait une provision pour l'aéronautique. Puis effectivement, les États-Unis ont brisé cette entente-là. Unilatéralement. Oui. Absolument. Fait que... Ils font ça des fois? À peine. Passons. André, première faillite d'une compagnie aérienne européenne suite à la COVID-19. Mais je pense qu'André a volé avec eux. Oui. Level, en fait, moi j'ai fait Montréal-Paris avec Level, mais il y a deux groupes. Il y a Level International, il y a Level Europe. Les deux sont filiales à part entière du groupe IAG, International Airline Groups, dont British Airways, entre autres, et tous les autres subsidiaires. On en a déjà parlé d'ailleurs. Ça, c'est une low cost, on se comprend? Oui, c'était la low cost du groupe, mais la low cost du groupe.
C'est-tu une ultra low cost, André? En Europe, ça l'était. Ah ouais, C'est-à-dire qu'ils avaient des 320, des 321, ils faisaient des vols intérieurs. Tu voyageais debout, c'est ça? Fait que c'était le concurrent à Ryanair? C'était l'intention. OK. EasyJet et compagnie. Maintenant, en Europe, c'est terminé. Donc, les vols, la compagnie s'est mise sous la protection de la loi des faillites là-bas. On a arrêté tous les vols. Ceci, pour l'instant, n'affecte pas les opérations de Level International. Théoriquement, les vols de Level vers Montréal vont reprendre dès que le gouvernement canadien va lever la période les restrictions de voyage et les 2 semaines de quarantaine et tout ça. Donc, Level devrait reprendre ses vols internationaux vers Montréal aussi. Donc, c'est une faillite, mais c'est pas comme si c'était un transporteur isolé, là. Tu sais, si IAG avait décidé de supporter cette entreprise-là, ils auraient pu le maintenir. Maintenant, dans les circonstances actuelles, ce que commencent à faire les compagnies, tant en aviation qu'en aérospatiale, c'est est-ce qu'à court terme, on a des chances de rentabiliser ça? Est-ce qu'on a encore besoin de ça dans notre portfolio? Ouais. Mais dans le fond, on remet carrément en question le modèle de l'ultra low cost. Là. Ben, c'est que pour IAG, d'avoir un transporteur comme Level dans son groupe, alors que tu as pénurie de passagers. On va le dire comme ça, la demande est à plat. C'est une bonne idée de te concurrencer toi-même avec un low cost. Quand tu as plus de demandes que d'offres, merveilleux, tu vas chercher, tu vas concurrencer les autres low cost. Mais c'est plus ce cas-là. Alors, le modèle d'affaires, il faut que tu le repenses. Ouais. OK. Mais dans le fond, on a besoin de toute façon de vols qui sont rentables quand ils sont pas 100% pleins, puis c'est pas le cas sur les ultra low cost pour les 2-3 prochaines années. De toute façon, les ultra low cost, à moins que je me trompe, on en a souvent discuté, mais ce qui fait leur modèle d'affaires, c'est le volume. Exactement. Et ils n'ont pas ça. Alors, IAG puis à la limite, ça ressemble à quelque chose comme on met en dormance ces compagnies-là pour 2 ans, puis on revisitera la question quand la demande sera de retour. Avec un level 2.0. Ouais, mais de toute façon, mais je pense qu'au niveau les vols internationaux vont être maintenus parce que de toute façon, British Airways en ce moment ou IAG, ils font pas. Je pense qu'à part Level, il n'y a personne d'autre qui fait des vols directs Montréal-Paris, par exemple. Donc, ils se compétitionnent pas. Là, ils viennent plutôt compétitionner Air Canada dans ce marché-là. Ils volent en quoi? Celui que tu as pris, toi, c'est du 330? De 330. OK. Je sais que la première année qu'ils sont venus à Montréal, ils ont eu beaucoup de difficultés, des vols annulés, des retards. Mais l'an passé, en 2019, ils avaient réglé tout le problème. C'est quand même incroyable. Hein? Ils ne pouvaient pas emprunter des gens de chez British Airways ou Iberia pour leur donner un coup de main à se placer. Là, regarde. C'est peut-être ça qu'ils ont fini par faire. Hein? Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'au niveau gestion, ils ont pris des trucs. Ouais, OK. J'espère. Ils ont ouvert un livre. Inspiré par... OK, on va faire un tour par Renton. Cette semaine, il y a des choses à dire. Ah oui? Yes! Ben, il y en a qui pensent qu'il y a des choses... Ben, oui, vas-y. Non, mais tu me diras si t'es pas d'accord après, mais... Ouais. En tout cas... Peut-être des choses à dire. Premièrement, Spirit AeroSystems a averti certains de ses créanciers qu'ils ne pourraient probablement pas respecter leurs termes de crédit parce que Boeing leur a demandé encore une fois d'abaisser leur niveau de production. Oui. Quand on sait que 2 semaines après avoir fait la nouvelle entente ce printemps, on abaissait déjà les niveaux et qu'on le fait de nouveau, ça augure plutôt mal. C'est en bonne partie la faute de Boeing, mais ça risque d'avoir des conséquences ici. On sait pas. Ouais, ben évidemment, Spirit AeroSystems, c'est avant d'aller du côté de l'entente avec Bombardier, je veux juste compléter. En fait, là, la dernière prévision que Boeing a fournie à Spirit AeroSystems, c'est total 62 avions cette année, 62 737. Comme Spirit AeroSystems a déjà 100 fuselages de remisés dehors. Ça veut dire, ben, regarde, ça vaut pas la peine de repartir la machine maintenant. C'est des grosses mises à pied qui s'en viennent chez Spirit. Ouais. OK? Et c'est des pertes de revenus. Ouais. Et là, ben, est-ce que Spirit AeroSystems va être capable de compléter sa transaction avec Bombardier? C'est une grosse question, là. Ouais. Mais en même temps, à ce stade-ci, les pénalités seraient tellement élevées pour se retirer que peut-être qu'on va le compléter pour pas perdre et se retrouver avec aucun actif. Ouais, parce que l'intérêt de Spirit dans l'usine de Belfast, c'est les ailes. Ouais. C'est la technologie derrière les ailes. Sauf que à court terme, ça sera pas rentable. Ça, c'est un pari à long terme sur cette usine-là. Que quand Boeing va recommencer à produire des nouveaux avions, on va avoir une technologie unique qu'on va pouvoir... Mais donc, est-ce qu'on pense que
ayant une pensée un peu stratégique et un peu à long terme, les États-Unis considéraient que c'est une bonne idée d'appuyer le programme plus encore pour placer le pays dans une bonne position stratégique? Le programme de... En fait, l'idée, le projet de faire l'acquisition de l'usine de Belfast. Ah là, il faudrait qu'on ait une vision stratégique dans les hauts niveaux aux États-Unis. Ce dont tu doutes? Non, moi je pense que oui. Moi je pense que oui. À ce niveau-là, avec la technologie, quand il s'agit d'acquérir de la technologie, les Américains sont là. Donc ça c'est pas un problème. Je pense pas que... À moins d'un gros problème quelque part là, qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux, là, mais sincèrement, là, c'est pas juste une question d'aller chercher des parts de marché. Là. C'est de la technologie qu'on a acheté, André, t'es d'accord? Là? Oui. Fait que on s'entend qu'ils sont déjà en réflexion à quoi on pourrait appliquer cette technologie-là. C'est déjà tout fait, ça. Ça, c'est déjà tout fait. Ne soyons pas arrogants, là. C'est sûr qu'il y a un plan en arrière de ça, puis il y aura pas de problème à ce niveau-là parce que c'est pas une usine à Belfast, puis de toute façon le 3/4 des gens impliqués dans le dossier aux États-Unis savent même pas c'est où Belfast. C'est la technologie qu'ils ont acheté. Mais cette annonce-là aussi soulève, parce que là, Spirit, ce n'est qu'un fournisseur de Boeing, ça soulève la question de toute la chaîne d'approvisionnement de Boeing et du MAX aux États-Unis. Y compris des Québécois qui les fournissent? Absolument. Tout le monde qui est fournisseur de Boeing en ce moment, puis du MAX, sont dans le même bateau que Spirit. Oh, il faut pas que tu aies juste ça comme client, parce que prépare-toi à mettre la clé dans la porte, là, tu sais. Ouais, absolument. Ouais. Mais... les nouvelles sont drôles du côté de Renton. Et là, je le sais, André. Ouais, je vais te laisser aller avant d'intervenir. T'es pas sûr, mais on va voir. On a des personnes à l'interne de chez Boeing qui disent que le vol de recertification serait prévu pour lundi. Le 29. Donc, hier... Avant la fin du mois de juin. Tout juste. Hier, pour les gens qui nous écoutent, OK? Ouais. Moi, je pense qu'il t'écoute, André. Juste pour l'écœurer, Monsieur Soleil, on vole le 29. La question, moi, que je pose, effectivement, il y a eu toutes sortes de nouvelles depuis une semaine qui venaient de chez Boeing. Évidemment, tu as les nouvelles officielles que, on réduit la production encore. Ouais. Après ça, tu as eu des directives, des consignes de navigabilité, comme quoi on s'approchait, faut inspecter, il y a des consignes de navigabilité concernant les câblages du MAX et des choses comme ça. Tu sais, on laisse sous-entendre que hey, ça bouge, on commence à avoir des interrogations, tout ça. Mais au niveau du vol de certification, moi, si j'étais le président de Boeing, puis que je savais que la FAA se prépare à faire son vol de certification le 29, tu peux être sûr que je le dirais fort en tabarouette. Du point de vue des analystes, l'importance, c'est, en plus d'avoir des bonnes nouvelles, c'est d'avoir de la prédictabilité. Tu sais, c'est d'être capable d'arriver dans ce qu'on dit qu'on va faire, que ce soit positif ou négatif. Je pense que cette fois-ci, peut-être, on joue d'une prudence extrême, ce qui serait très particulier, une première nouvelle chez Boeing. Mais c'est parce que si la FAA est vraiment prête à faire le vol, c'est que elle a acquiescé à tous les documents que tu lui as fournis, toutes les modifications que tu as fournies, elle les a approuvées. Le point de la FAA présentement, si j'ai bien compris ce qu'on a vu à droite à gauche, c'est que moi, je suis d'accord. C'est les agences extérieures qui ont encore quelque chose à dire. Puis là, pour préserver nos ententes mutuelles, on va leur donner raison, puis on va demander, sans que ce soit la FAA qui fasse ces demandes-là, on va demander à Boeing d'accéder à ces demandes extérieures-là pour même considérer la recertification. Oui. On va en reparler. Ouais. Alors, moi, je suis sceptique. Tant que la FAA m'aura pas confirmé qu'elle fait le vol de certification, moi, je vais demeurer sceptique. Excusez-moi, mais ils ont trop... parce que curieusement, dans aucune des informations qui ont circulé, j'ai lu, Boeing a complété ses modifications sur la programmation d'ordinateur de bord et que la FAA avait approuvé ces modifications-là. C'est la condition sine qua non, ça, pour reprendre les vols de certification. Et ça, je n'ai pas lu ça nulle part. OK? Il me semble que si ça avait été rencontré, on le saurait.
En même temps, on dirait qu'ils essaient d'avancer le dossier en parallèle de partout, là. On sait que ça va prendre des vols en Europe aussi, puis on sait que présentement, ils sont pas possibles. Ouais. Fait que donc, super, là, vous allez faire les vols américains, peut-être. Mais c'est peut-être ça la stratégie, c'est d'aller au minimum requis par la FAA pour s'organiser pour que les avions volent aux États-Unis. Et uniquement aux États-Unis, puis on s'organisera pour rencontrer les requis pour le reste du monde. Ça serait... ça serait bizarre, je suis d'accord, mais c'est probable, absolument. Mais je vous ferai remarquer qu'on a réduit à 72 avions cette année. Boeing a toujours avec la COVID-19, Boeing a toujours un énorme inventaire sur les bras de 400 MAX toutes neufs, dont personne ne veut en ce moment. Puis, déjà produit, là. Ouais, déjà produit. Plus les 100 qui sont dans la chaîne de production actuellement en partant de Spirit et autres, là. Ouais, plus les 375 qui sont déjà livrés. Okay. Et qu'il faut rétrofitter avec certaines modifications. Donc, déjà là, tu as 800 avions à remettre en service dans une période de temps relativement courte, en pleine... Avec des grosses contraintes de production. Avec des grosses contraintes. Alors moi, je vois pas, et je pense que le problème de Boeing, ce que moi je lis de la décision de Boeing de réduire à 72 avions pour le restant de l'année, c'est qu'elle n'a pas réussi à convaincre encore les clients de recommencer les fameux versements pré-livraison. Ouais. C'est son plus gros problème, parce qu'en ce moment... C'est un problème de flux de trésorerie. Aller jusqu'au mois de septembre-octobre l'année passée, Boeing n'avait pas de problème à produire des avions parce que les clients continuaient à verser les paiements pré-livraison et c'est donc les clients qui finançaient la production. À partir du moment où les clients ont dit moi je paye plus, certifie ta patente avant que je mette de l'argent là-dedans. Oups, là Boeing a commencé à penser à arrêter la production, c'est ce qui s'est produit au mois de décembre. Et tant qu'on n'a pas regagné la confiance des clients, on ne peut pas les convaincre de ne... Ils ont beau avoir des bonnes encaisses puis l'avoir prévu, il reste qu'on brûle plus d'1 milliard de dollars par mois actuellement. Ils l'ont tout brûlé. Tout ce qui avait été reçu de paiement en pré-livraison est brûlé, disparu. Je parlais du financement, des prêts. Des prêts, Mais OK. oui, on est d'accord. Le vrai hard cash est brûlé. Là. Il n'y en a plus. On est rendu dans le noir. Et en ce moment, même si des clients de Boeing, s'ils voulaient reprendre les livraisons, de toute façon, ils n'ont même pas le cash pour faire les versements. Aussi. Alors... Oublie ça. Ouais. Regarde-moi, là, je demeure très sceptique. C'est sûr que les nouvelles qui sont là sont bonnes pour le titre de Boeing. On a eu beaucoup de choses qui ont circulé dans le mois de juin. On voit que l'action a repris un peu du poil de la bête. Le seul côté positif que je vois là-dedans, c'est les investissements qui avaient été faits par les fonds de retraite des employés. C'est la bonne chose que je vois avec la valuation actuelle du titre, mais sinon, c'est encore une ballonne. Je te parie qu'à la fin du mois de juillet, ça va repartir à la baisse après le dévoilement des résultats trimestriels. Là. Donc là, ce qu'on disait, c'est que si les vols de certification se produisaient effectivement commençaient le 29 juin, il y en a au moins pour 3 jours, donc on l'annonçait à l'avance pour passer dans le deuxième trimestre, mais quand même. Il reste que ça allait quand même à la mi-septembre avant que l'avion soit recertifié. Là, si ça se produit pas en juin. On est rendu octobre, novembre, décembre. Alors, on commence à s'approcher que même cette année, ça ne volera peut-être pas. Là, déjà, même si... Mais là, tu vas-y aller avec un autre pronostic? Moi, c'est clair. Moi, si tu me demandes mon avis sur le MAX, je vais répondre à la manière Roger Brula. Bonsoir, il est parti. Il ne reviendra jamais. On a touché mot tout à l'heure rapidement de ce qui se passait avec les organisations réglementaires étrangères aux États-Unis. Dans le fond, on sait qu'il y a 2 organisations de réglementation qui ont émis des réserves sur la recertification. Et ces 2 organisations-là, c'est l'ISA et Transport Canada. Oui. On est là. Et ils ont remis... Oui, absolument. Et nos points ont été pris en compte parce que dans le fond, la FAA va obliger Boeing à les respecter. Par contre, c'est suite aux remises en service, pas avant. Oui. Et ces 3 points-là qui ont besoin d'être adressés sont différents. Donc, 2 de l'ISA, soit le fait qu'on a besoin d'une 3e source de données pour les angles d'attaque. Donc, au départ, le 737 MAX n'avait qu'un seul senseur d'angle d'attaque. On en a ajouté un 2e depuis les problèmes et l'ISA continue de considérer que ça prend un 3e point. Avec raison d'ailleurs, parce que tout le monde sait qu'en science, comparer 2 points, si les 2 points ne sont pas en concordance, on n'a aucune idée duquel qui est le bon.
Exact. Donc, on demande une troisième solution et comme on sait que Boeing risque fort de ne pas ajouter un troisième senseur, ça prend des données virtuelles, donc un calcul qui est fait à partir d'autres données. Oui, exactement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Lisa veut qu'on adresse le problème des alertes dans le cockpit qui sont confusantes. Oui. Et tout ce qui se met à sonner, puis ce qu'on appelle les bells and whistles. Comme tu le mentionnais avant l'émission, Claudia, à un moment donné, les pilotes se sont retrouvés dans le cas du 737 MAX. D'Ethiopian. Ils se sont retrouvés avec les alarmes à la fois de décrochage, donc de basse vitesse ou d'angle d'attaque trop élevé, et de trop grande vitesse aussi, d'overspeed. Oui, absolument. Tout en même temps, pendant 5 minutes. Et là, on se rappellera que Boeing avait dit que selon eux, les pilotes devaient être capables de gérer ces alertes-là. Sauf que quand tu n'as aucune idée duquel des deux problèmes il faut que tu adresses, mais ça doit être stressant quand tu as tout ça qui sonne dans le cockpit, là, de tout bord, tout côté. Ça devient compliqué d'essayer de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Mm-hmm. C'est vraiment dur. Sans en temps normal, une journée comme aujourd'hui, il fait super beau. Ouais. Ils vendent pas, tout va bien. C'est dur de trouver c'est qui le coupable, Ouais. puis c'est qui le menteur. Uh-huh. Mais en plus, si il y a un problème technique ou il y a la mauvaise météo, ça devient vraiment compliqué. Sans compter que tu avais un troisième problème, qui celui-là est identifié comme prioritaire par Transport Canada, qui est le stick shaker. Qui ne peut pas être arrêté, même quand on sait que l'alerte est fausse. Donc, en plus d'avoir un problème de data avec deux alertes qui sont complètement paradoxales, en plus, t'es coincé avec du data physique que tu reçois dans les mains. Oui, qui est très dérangeant. D'ailleurs, Olivier, tu as déjà eu ça, toi, le stick shaker, tu l'as déjà ressenti. J'ai volé 3 avions qui avaient un stick shaker. J'ai juste ressenti dans le simulateur ou lors des tests au sol. Heureusement. On s'amuse pas avec ça dans le vol, là. Mais c'est assez flagrant qu'est-ce qui se passe quand ça part, cette histoire-là. Ouais. Donc, d'essayer de l'ignorer parce que c'est pas supposé être un vrai problème, c'est pas facile. C'est dur à ignorer. T'es dans l'avion, au sol, avant d'aller voler, puis l'autre pilote fait les tests pour tester les systèmes et il fait partie du stick shaker. T'es même plus capable de penser. Tellement ça fait du bruit dans le cockpit. Puis c'est fait pour être dérangeant, là. C'est un fait, là, pour te ramener à un... Mais je veux dire, c'est impossible à continuer, là, tu shakes, puis non, business as usual. C'est comme rouler en vélo dans le Vieux-Montréal sur les pavés, là. À toute vitesse. Ça se fait pas, là. Ouais, d'accord. Non, mais donc, ça vibre beaucoup. Alors, l'exigence de Transport Canada, c'est d'avoir de pouvoir tirer désactiver ça. Et comme présentement, la fonction de désactivation n'existe pas, la solution temporaire qui va se retrouver dans la formation complémentaire des pilotes, c'est de tirer sur le breaker. Et là, on va mettre quelque chose qui, visuellement, va nous identifier le breaker. C'est ça la solution actuelle. Mais on va mettre un collet dessus. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, en tout cas... Génial. Ouais, tirer des breakers, les pilotes adorent ça. C'est notre grand plaisir. C'est tellement le fun. En vol. C'est une bonne solution bien robuste. C'est surtout quand ils sautent les resetter. Ça, c'est encore plus le fun. Ah, ben en fait, moi, c'était pas sarcastique ce que je disais, là. Peut-être que vous avez des histoires de pilotes qui s'amusent à resetter des breakers. Les avions plus récents, si on regarde le A220, si on regarde les Gulfstream, ils sont virtuels. Les Global Express, les circuits de disjoncteurs sont virtuels, comme Grégory a dit. Donc, ils sont pas dans le cockpit, ils existent vraiment. T'es l'entends, mais ils sont en dessous. Là. Ils sont en dessous ou sont dans la queue, ils sont quelque part. Ouais. Dans l'A220, on peut accéder au circuit au disjoncteur via les systèmes de l'avion. On peut voir s'il y a quelque chose qui nous indique si le circuit de disjoncteur est un circuit qui est physique, donc qu'on peut aller avec notre main tirer dessus, ou s'il est virtuel. Okay. Donc une représentation graphique qui nous indique c'est quoi. Ouais. Mais les gens il y a beaucoup d'accidents qui ont été causés par des gens qui s'amusaient avec les disjoncteurs. Bon, on dit s'amuser avec des très gros guillemets. Et puis si on enlève les disjoncteurs à portée de patte des pilotes, c'est une bonne chose. Ben, on va en reparler d'ailleurs au niveau des changements réglementaires aux États-Unis. Mais bon, tout ça pour dire que présentement, on n'est pas super bien parti selon notre analyse, contrairement à ce que tout le monde a l'air de dire. Ouais, ben c'est ça. Bon, bonne chance. Pour faire changement. Ouais, depuis le début, on est à contre-courant, André. Ouais, ben, puis pourtant, on est à contre-courant, puis pourtant... on a raison. On a raison. À date, je dois avouer que vous êtes pas payé. Une bonne moyenne au bâton. Ouais. Et pas pour le plaisir, on s'entend, là. C'est vraiment pas notre fun de prédire que les choses vont mal aller, mais vous êtes comme Ian Malcolm dans le parc Jurassique qui dit qu'il aime pas ça avoir raison. C'est un peu ça, ouais. J'avoue, très belle analogie. Ta culture cinématographique, Olivier. Parlons de la COVID, messieurs, parce que cette semaine, on a beaucoup de nouvelles en lien avec la situation particulière actuelle. André, t'as volé.
Oui! T'as volé, espèce de J'ai fou. pris l'avion cette semaine. Yeah! Et quel avion? Ben oui, en plus de ça, c'est que l'objectif premier, c'était de faire un vol, de voyager, faire un reportage sur voyager en temps de pandémie. Mais écoute, un fou dans une poche, tu fais un aller-retour Montréal-Toronto. Pourquoi pas Choisis ton heure un peu judicieusement. Pour avoir 220-300. En fait, Ouais. Et t'as fait ton aller-retour sur le... Oui, les deux à l'aller ou au retour. Et ce qui est là, les gens des compagnies aériennes, ils vont pas aimer ce que je vais dire, OK? OK. Mais c'est tellement le fun de voyager en ce moment parce qu'il y a personne. Ouais. T'arrives le vol de départ est à 6 heures le matin. T'arrives à l'aéroport, je suis arrivé à l'aéroport à 5 heures moins quart. Quand même, tu sais, au standard habituel, 1 heure et quart avant le vol, c'est pas beaucoup. C'est un peu téméraire, ouais. Normalement, ça le serait. Ouais. Mais là, tu te stationnes à côté de la porte. Quasiment à côté de la porte. Le stationnement. Je pense que j'ai jamais été capable. Écoute, Sincèrement. il y a à peu près 10 rangées de voitures de profonde occupées là, à la largeur du stationnement, mais le reste, chose particulière, tu peux pas rentrer. La plupart des entrées sont barrées. Il faut que tu rentres par une entrée précise parce que l'aéroport est supposé faire un questionnaire, prise de température, il faut que tu laves tes mains. Petit fait particulier, à Montréal-Trudeau, les contrôles commencent à 5 heures le matin. Moi, je suis arrivé là à 5 heures moins quart, il n'y avait personne. J'ai vu un agent de sécurité, je demande, il n'y a pas de... Il dit non, ça commence juste à 5 heures. Si tu voles de nuit, tu peux avoir chaud, c'est pas grave. Exactement. Remarque que Air Canada récupère le tout parce qu'eux prennent la température avant l'embarquement. Bravo, Air Canada. Oui, et ce qui a changé, évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, même dans les salles d'attente, c'est relativement facile de maintenir les distanciations sociales. On voit qu'il y a une bonne discipline aussi. Les gens se sont habitués. On voit qu'il y a une bonne discipline. Quand ils appellent les gens pour l'embarquement, les gens se mettent pas à la queue leu directement en arrière de l'autre. OK? Alors ça va. L'embarquement a changé. La méthode pour embarquer a changé. C'est-à-dire que on appelle toujours les gens par zone. On commence par la classe affaires. Après ça, on fait les zones 1 à 8. La différence, c'est que maintenant, la zone 1 est complètement en arrière de l'avion. Puis on fait embarquer les gens de l'arrière vers l'avant pour éviter qu'ils se croisent. C'est about time. J'espère que ça va rester, ça. Ben oui, mais je sais pas, en tout cas, je sais pas c'était quoi l'idée, là. J'ai vu comment les simulations pour essayer de trouver la méthode la plus efficace donnaient toutes sortes de résultats bizarres, là. Fait qu'on essaye plein d'affaires, finalement, là. Ouais, mais ça, l'embarquement se fait bien. Ouais. Il y a un des agents de bord qui prend la température avant d'embarquer. Évidemment, il faut que tu portes ton masque, mais quand tu arrives pour contrôler ta carte d'embarquement, il faut que tu retires ton masque pour que les gens puissent s'identifier. Tu présentes toujours une pièce d'identité, t'embarques. En embarquant dans l'avion, on nous remet ceci, parce qu'il n'y a plus de service à bord de l'avion maintenant. Il n'y a que ça qui nous est donné. Pour un vol Montréal-Toronto, ben c'est ça. OK, c'est correct. Pour nos auditeurs... une bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau. C'est ça. Oui, André est en train de nous monter son petit kit. Parce que ça peut être beaucoup de choses. Ouais, c'est ça ici. Oui, c'est vrai. C'est la bouteille d'eau, le nettoyeur à main. Alors, si jamais vous avez plus de nettoyeur, vous trouvez plus de nettoyeur à main à la pharmacie, vous êtes désespéré, vous en avez besoin, achetez-vous un aller-retour Montréal-Toronto, vous allez en avoir 2. OK? Bon, OK, c'est vrai que c'est peut-être cher, mais ça marche. Il y a les petits nettoyants à main, le masque et les gants. OK? OK. Là, la directive qu'on donne aux passagers dans l'avion, c'est que si jamais vous avez besoin de remplacer votre masque durant le vol, on vous demande de le mettre dans le sac à malaise. Hein? Bon, le sick bag en anglais, puis là, je vais éviter d'élaborer trop en français comment je l'appelle, là, mais le fameux sac à malaise. Et en fait, là, moi, je veux parler aux gens en général, là. C'est jamais une bonne idée de laisser ces vieux traîner, ces vieux les Kleenex dans la pochette en avant, dans le banc en avant, puis tout ça. On s'entend qu'avec... particulièrement mauvaise idée actuellement. Mettez ça dans le petit sac à malaise. Vous en avez un. Et de toute façon, les vidanges seront... Avant l'atterrissage, il y a un agent de bord qui passe avec un sac. Vous mettez vos déchets vous-même dans l'avion, dans le sac. Okay? C'est important. Moi, personnellement, mon réflexe, si j'ai besoin de changer mon masque durant le vol, je vais mettre mes gants, je vais aller à la salle de bain, je vais jeter le vieux masque dans la poubelle. Dans la poubelle, je vais pouvoir, une fois que j'ai fini, je vais pouvoir me laver les mains aussi et ressortir de là. Moi, j'ai posé cette question-là à Mme Véronique Amar, qui est la responsable de la biosécurité chez Air Canada. Puis j'ai dit, si je dis ça, est-ce que vous allez... Elle dit non, c'est une façon. Ce qu'ils veulent surtout, quand ils demandent la recommandation de mettre les choses dans le sac
à malaise, c'est qu'ils veulent éviter que les gens laissent traîner leurs vieilles choses partout. Ramassez-les, s'il vous plaît, on vous demande ça. Ouais. Entre chaque vol, les avions sont désinfectés. Moi, j'ai volé au moment où la distanciation sociale était encore appliquée, c'est-à-dire la politique du siège du milieu vide était encore appliquée. Mais à partir du 1er janvier, demain matin... 1er juillet? 1er juillet, oui, janvier, ouais. On saute des étapes. Il y en a qui ont hâte, hein? J'ai eu trop chaud, d'après moi, j'ai hâte. Mais à partir du 1er juillet, Air Canada n'applique plus la politique du siège vide. OK. Ça va être aux passagers de voir si vous êtes à l'aise ou pas. Moi, dans mon vol à moi, à l'allée, il y avait une passagère dans l'allée du milieu à côté de moi, mais ça m'a pas j'ai pas senti que ça me dérangeait ou quoi que ce soit. Maintenant, petit rappel aux gens aussi, moi j'ai constaté une chose. Une fois qu'on est atterri, qu'on arrive à la barrière et que la consigne des ceintures de sécurité s'éteint, tout le monde se lève et se met à la queue, le collé un sur l'autre, prêt à sortir. Super. Là, les gens là, écoutez-moi bien, là. Si tu as respecté les mesures de distanciation sociale pendant tout ce qui précède, tu viens d'annuler tout ça. Tu viens tout d'annuler tes efforts en faisant ça. Attendez donc que les gens en avant de vous autres soient sortis avant de vous lever. Ça va vous prendre... De toute façon, il y a à peu près personne dans l'avion. Ça va vous prendre 1 minute de plus ou 2. Puis ça va vous permettre de ne pas briser les efforts ou annuler les efforts que vous venez de faire. Okay? Absolument. J'ai adoré Écoute, c'est pas si terrible que ça, finalement, les distanciations sociales. On s'est habitué. Je pense qu'on a changé nos mœurs. C'est clair que si tu fais un vol Montréal-Paris, ça va prendre plus que la petite bouteille d'eau. Là, il va falloir recommencer à donner des repas. Petit commentaire sur la 220-300. Ah oui, donc. C'est une fantastique machine, André. Écoute, ça va très bien. Air Canada a choisi en particulier pour sa classe économique d'avoir que des sièges de 19 pouces de large. En classe économique, en ce moment, c'est l'avion d'Air Canada qui a les sièges les plus larges et les plus confortables. Je vous le dis tout de suite. Moi, je suis le genre de gars, 30 minutes... Ben, t'as des grandes pattes, faut dire, là. Des grandes pattes, tu sais, puis 30 minutes dans un siège en classe économique, je commence à me sentir mal à la... J'ai des petits malaises, là. J'ai pas eu ce problème-là avec ces sièges-là. Le pouce de plus fait une différence, je vous dirais. Il y a de l'espace. C'est un avion... attention, moi j'ai noté un petit défaut. Les sièges hublots près des moteurs, à l'avant des moteurs. Là, quand vous êtes au niveau de la soufflante du moteur, là, bruyant. Déjà, si tu te déplaces dans le siège de l'allée, tu as moins de bruit. Si tu veux avoir des sièges hublots, prends plutôt à l'arrière des moteurs. À l'arrière ou complètement en avant, tu es en classe affaires, ça va te coûter plus cher. Mais en classe économique, si tu veux éviter ce petit désagrément qui n'est pas si énorme que ça, va à l'arrière. Sinon, le meilleur avion, c'est lui. Surprenant, mais d'habitude, c'est en arrière des moteurs, derrière l'aile, là, que c'est bruyant. Particulièrement avec les PW1500G, le fameux son qu'il a quand il fait la mise en puissance, le spool-up en anglais, l'accélération il y a un son particulier. Quand tu es près des moteurs, il est un petit peu plus dérangeant, ce son-là. Comme de la résonance. Le son du train 700. Ouais. Sur les 330, là. Et un autre c'est de la résonance. André, qu'on a discuté très rapidement. Là. Donc, le port du masque est obligatoire. Oui. Sachez donc, chers auditeurs, si jamais ça vous embête, que vous êtes mieux de juste éviter les aéroports parce qu'on ne déconne pas avec le port du masque chez les transporteurs. Olivier, tu nous disais que... Il y a un passager de WestJet qui s'est fait taper sur les doigts et bannir de la compagnie. Et puis aussi aux États-Unis, je pense que c'est Delta. Oui, Delta aussi, on a une liste de gens. Et donc, on se retrouve sur une blacklist. Là. Oui, c'est ça. Puis les blacklists, là, attention, hein, les compagnies aériennes, ils ont leur liste interne. Ouais. Il y a la liste... Il y a le no-flight. Il y a la liste interne qu'ils partagent avec leurs compétiteurs. Il y a la liste de Transport Canada. Il y a la liste Transport Canada et FAA. Et il y a la liste mondiale. Donc, dépendamment de ce que vous faites comme connerie, là, vous promenez sur les listes. D'après moi, avec les masques, tu te trouves sur la liste interne de la compagnie. Puis probablement qu'une fois que les distanciations sociales seront... Une fois qu'on aura passé la COVID-19... Ouais. T'as-tu déjà vu ça, toi, des erreurs avec des bases de données, André? Non! Impossible. Donc, en gros, si vous voulez pas porter le masque, ne voyagez pas en avion d'ici les 6 prochains mois, c'est tout. Exactement. C'est une très mauvaise idée de voyager si vous portez-le, le masque. Écoutez, je me suis habitué. De toute façon, on s'habitue, hein? Ouais, c'est ça. Moi, qui ai tendance à faire de l'asthme et tout ça, là, je me suis habitué à porter ça, même
27-28 degrés. Je vois pas pourquoi quelqu'un ne porterait pas ça. Et oubliez jamais une chose, vous le faites pas pour vous, vous le faites pour les autres quand vous portez le masque. Vous le faites pour tout le monde. C'est pas compliqué, là. Autant pour les autres que pour vous-même. C'est une habitude à prendre. C'est pas parfait, mais pour le moment, ça fait la job. L'alternative est pas mal plus achalante que de porter un masque. Exactement. De toute façon, c'est très drôle d'être capable de dire j'ai le droit de pas tousser dans mon coude si je veux. Oui, t'as le droit, là, c'est juste veg. Ouais, c'est pas moi, ça fait longtemps que quand je pilote mon avion, j'ai un masque. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, OK, oui, sur ton masque. Ça compte pas, espèce de branché. Ouais. La chose importante aussi concernant la biosécurité, dès l'arrivée de la COVID-19, toutes les compagnies aériennes ont changé les filtres d'avion. Ils ont pris des filtres HPA qui filtrent 99,99% des bactéries. Sur l'A220, si la compagnie aérienne le souhaiterait, elle pourrait avoir 100% d'air recyclé aux 3 minutes. Mais c'est laissé, Air Canada le garde à 50%. C'est d'ailleurs la recommandation d'Airbus de garder à 50% d'air recyclé et 50% d'air frais, OK? Parce qu'on juge qu'il n'y a pas de gain au niveau de la sécurité, la biosécurité à aller à 100%, mais tu perds en consommation de carburant, OK? Donc, il n'y a pas d'avantage. Là, ce qui devient un petit peu dérangeant à partir du moment où on élimine la politique du siège du milieu vide, c'est qu'on te demande de faire de la distanciation sociale partout, sauf quand tu es assis. Airbus a produit des études à un moment donné disant que, en fait, dans un avion, cet hiver, il y a eu très peu de cas de transmission de la COVID-19 entre passagers, OK? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a rentré les filtres HPA puis tout ça, ça a beaucoup amélioré. Les cas de transmission sont presque tous d'un passager et à l'agent de bord, OK? Airbus donc, les gens qui se parlent. Ouais, ou qui sont face à face. Qui échangent des choses. Ce que Airbus a expliqué, c'est qu'à partir du moment où les gens sont tous assis dans la même direction, donc, il n'y a personne qui s'envoie des gouttelettes, OK? C'est un peu pour ça qu'on a changé les normes de distanciation dans les cinémas et des choses comme ça, là. Donc, techniquement, le siège en avant de toi, le dossier du siège sert de barrière. Les gouttelettes vont atterrir là. Et en nettoyant l'avion, en désinfectant l'avion entre les vols, on se trouve à régler un problème, OK? Donc, ça serait la réponse. C'est de la science, c'est vrai, mais quand tu es rendu à occuper le siège du milieu, tu sais, tu es dans... psychologie. On te demande, avec la distanciation sociale, on a élargi ta bulle, OK? Ouais. Même en temps normal, la bulle est bien petite dans le siège du milieu. Moi-même en particulier, là, m'asseoir dans le... je l'ai fait l'an passé, un long voyage dans le siège du milieu. J'ai trouvé le temps long. Ah oui. Puis c'était avant COVID-19. Je suis revenu de Paris le mois de novembre l'année passée dans un siège du milieu dans un 777, puis c'était longtemps. Alors, avec la COVID-19, il y a un petit facteur de stress. Donc, je veux pas blaster les compagnies aériennes de revenir à la politique là, de vendre tous les sièges, parce que pour eux autres, il n'y a aucun modèle d'affaires qui est viable. Si tu scrapes 30%, 33% des sièges que tu peux pas occuper dans l'avion, ils seront jamais capables de revenir. Puis comme Transport Canada a décidé ou le Canada a décidé qu'il n'aidait pas les compagnies aériennes d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais c'est à vous de décider. Considérez ça quand vous allez choisir de voyager ou pas. Oui, c'est à prendre en considération. Mais sinon, à court terme, vous n'avez pas vraiment à vous préoccuper. De toute façon, l'avion est vide. Ouais, bon, ça n'empêche pas non plus l'import-export de cas de la COVID. Ça a été maintenant prouvé que Emirates était responsable d'une ressurgence de la contagion à Hong Kong. Ouais, ils ont. Ce qu'on en parlait en début d'émission, on ne sait pas de ces gens-là qui sont arrivés à Hong Kong, d'où ils venaient. Est-ce qu'ils sont partis de Dubaï? Ouais, évidemment. On sait, oui, mais. Pour aller là, mais avant d'arriver à Dubaï, ils arrivaient d'où ces gens-là? On ne le sait pas. Donc, ça, c'était à prévoir que ça arriverait. Oh oui, c'est pas. C'est sûr que les moyens de transport, à une certaine époque, c'était le bateau, puis... et on arrêtait les gens sur des îles. Et on arrêtait les gens sur des îles et tout ça. Donc, c'est sûr que tout ce qui voyage, tout ce qui bouge va finir par créer ce genre de problématique-là. Mais donc, ça va être difficile de s'isoler comme pays, là. Je veux dire, on ne pourra pas empêcher les cas de se promener si facilement que ça, là.
Non, ça c'est sûr. Puis donc, ça relance encore une fois le débat de ce que personnellement on peut faire pour essayer de lutter contre ça. Tu sais. Donc, j'ai hâte de voir si il va y avoir une deuxième vague, ce qui va occasionner encore plus de problèmes pour les transporteurs. Fait qu'André disait, tantôt a fait un lapsus avec le janvier, mais probablement. Ouais. Donc, tu sais, il y a un petit peu tout ça qui fait qu'il faut garder en tête que les compagnies font des efforts. Air Canada, comme beaucoup d'autres. Mais il faut faire notre part, là, exactement. Il y a encore une grosse partie de travail qui doit être fait individuellement. On a notre mot à dire là-dedans, puis il va falloir faire un effort. Si les gens veulent revenir à la vie normale, là, il va falloir faire un effort. Et cet effort devrait être constant, puis il devrait être dans le temps aussi, durer. Parce qu'on voit déjà des relâchements, il faut que ça... Oui, absolument. On continue à avoir des impacts très négatifs au niveau des emplois. Et là, on a 2 nouvelles compagnies cette semaine qui ont annoncé des mises à pied ou des restructurations. WestJet d'abord, André? Ouais, 3500... 3500 emplois. Ouais, en 3300, 3500, ça joue dans ces eaux-là. Principalement, ce que WestJet fait 2 choses, c'est qu'elle rapatrie tous les gens le centre d'appel, tout va être rapatrié à Calgary. Et l'autre grosse décision, c'est qu'on coupe tous les postes de service au sol, là, manutention des bagages, des avions. Jusqu'à maintenant, on était en mise à pied temporaire. Ouais. Et là, ça devient permanent. Donc, à l'est de Toronto, là, il n'y aura plus d'employés de WestJet au Canada, au Québec puis aux îles maritimes. Ils vont garder seulement les employés de service au sol demeurent dans 4 aéroports canadiens: Vancouver, Calgary, Edmonton et Toronto. Ça donne aussi d'aller comme ça, ça va donner une flexibilité supplémentaire à WestJet dans le futur s'ils veulent encore réduire encore plus. Est-ce que ça inclut les gars de maintenance à Montréal? Moi, ça inclut les gens de maintenance parce qu'ils vont probablement donner ça en sous-traitance. Ah ouais. OK. Parce que ça, pour le moment, je sais que c'est des... pour avoir quelques collègues qui y travaillent, là, c'est de la maintenance de WestJet qui s'occupe de WestJet. Moi, ce que j'ai lu, c'est que tout ce qui est service au sol, il y a juste les 4 aéroports que je viens de te nommer où il y a des gens de WestJet. Ailleurs, ils se départissent de tout le monde. C'est comme ça qu'ils arrivent à 3300. Écoute, c'est beaucoup. Vois-tu, là, WestJet est en train de prendre une décision. On comprend, là, regarde, je comprends, il y a un manque de liquidité. La compagnie déficitaire, il faut que tu réussisses à réduire le déficit le plus rapidement possible pour pouvoir survivre éventuellement. Dans le cas de WestJet, ce que je trouve particulier, c'est que c'est une vision à court terme parce que ils sont en train de redevenir un transporteur régional. Là, tu sais, ils se coupent. Dans l'Est, là, regarde, c'est clair, on est prêt, puis on a déjà qui ont coupé beaucoup de vols. Et le service dans l'Est est beaucoup réduit. Et là, tu es en train de te placer dans une situation où tu vas pouvoir réduire encore plus dans l'Est. Ouais, mais c'est parce que ta base principale, c'est l'Alberta, puis tu es lié à l'économie de l'Alberta, puis celle du pétrole. Bonne chance. Puis tu as des 787 à opérer, puis à rentabiliser, puis à remplir. Mais là, parlant de ça, ça va nécessairement garantir des emplois de maintenance, par exemple, ailleurs. Si on s'attend à ce que, par exemple, des avions soient entretenus à Montréal parce qu'ils sont présents à Montréal, ça va garantir des emplois dans une organisation qui est capable d'entretenir ces modèles-là. Ouais, mais moins d'emplois, puis on s'entend. Oui, clairement. Non, c'est pas positif. C'était vraiment pas ça mon point. Pas avec les mêmes conditions. Ouais. Alors, c'est ça. L'autre compagnie, non? Rolls-Royce. Ah oui, c'est vrai. Écoute, la semaine passée, moi, j'ai reçu un courriel qui était adressé pas juste à moi. Il y avait le Journal de Montréal, la presse, puis tout ça. Donc, je me sens comme probablement qu'au moment où je vous en parle, ça a déjà été publié dans les autres médias. Donc, Rolls-Royce se prépare à faire des coupures à Montréal. On n'a pas encore le nombre exact. Okay? On sait qu'il y a déjà 36 personnes qui sont à pied temporairement. Rolls-Royce, la maison mère de Rolls-Royce, a passé des commandes à ses filiales. Ils doivent soumettre des plans de réduction de leurs dépenses pour le 30 juin. Donc, pour aujourd'hui, le président de Rolls-Royce Canada, Denis Gangui, devait soumettre son plan de réduction des dépenses qui sera, après ça, approuvé ou pas par Rolls-Royce. Et peut-être que si ça ne fait pas l'affaire de Rolls-Royce, ils peuvent fermer l'usine et c'est tout. On ne sait pas. Mais ça se peut. C'est pas impossible. C'est pas impossible. On s'entend que
Rolls-Royce à Montréal, ils font beaucoup d'entretien sur les avions d'affaires privés, puis ça a comme beaucoup baissé en business depuis. Ouais. Alors, il y a ça. En plus de ça, Rolls-Royce est en négociation de convention collective avec la MTA. Oui, c'est ça. Quel Là, mauvais timing. Ouais, ça ajoute à la... Tu sais, c'est une difficulté supplémentaire. Donc, vendredi passé, moi, ce que j'ai senti, parce qu'on m'a envoyé, il y a des gens qui m'ont envoyé la lettre qu'ils avaient reçue, des employés qui avaient reçu la lettre du président de Rolls-Royce Canada. On sentait de la frustration de la part des employés. On sentait une frustration de la part des employeurs. Là, je vais parler de manière générale, là, dans l'industrie. Tout le monde est frustré en ce moment, OK? Parce que ça va mal, pas à cause des dirigeants et des gestionnaires. Ils ont pas, tu sais, normalement, quand une entreprise va mal, mais il y a des gestionnaires qui ont mal fait, qui ont mal agi. T'es pas rentable, t'as des problèmes avec tes syndicats, ton syndicat se traîne les pieds, puis tu sais, t'as quelqu'un à blâmer. Là, il y a personne à blâmer dans cette histoire-là, mais tout le monde va manger une claque, OK? Ouais. Fait que c'est clair que les employés ils sentent qu'on leur met de la pression, ils sentent qu'on leur demande de lâcher du lousse au niveau des conditions de travail, en tout cas, ou sur le nombre de syndiqués, les planchers d'emploi, des choses comme ça. Donc, les employés, ça les dérange. L'employeur, lui, il est sous pression. Le président de Rolls-Royce Canada, il a une commande à remplir, puis il sait que s'il ne la remplit pas pour le 30 juin, c'est peut-être lui aussi qui va y passer. Fait que tout le monde est frustré, on sent... Puis c'est pas surprenant dans la situation actuelle. Je pense que aujourd'hui, le 30, j'ai espérance qu'on va voir nous annoncer un règlement entre Rolls-Royce Canada puis la IMTA sur une nouvelle convention collective ou à tout le moins sur des aménagements afin d'aider à réduire les coûts. Ouais. Bon, alors, écoute, on leur souhaite. J'espère que ça va se régler. C'est une belle shop Rolls-Royce à Montréal. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça serait le fun qu'ils restent encore. Oui. De toute façon, on s'attend aussi à ce que le marché des avions d'affaires soit bon après, à partir de la reprise. Donc, ce serait dommage qu'on perde stratégiquement complètement cette capacité-là ici pour Rolls-Royce. Absolument. À suivre, donc. Parlant de dossiers qui sont en évolution constante, la semaine dernière, en audition en commission parlementaire, les dirigeants des compagnies aériennes continuaient de maintenir le fait qu'ils refusaient de rembourser certains passagers qui avaient acheté des billets non remboursables. On a changé d'idée en cours de semaine chez Air Canada et on a commencé à rembourser des billets quand il y avait comme destination ou départ une ville des États-Unis ou une ville européenne. Ben, je pense qu'on n'avait pas tellement le choix. La réglementation en Europe et aux États-Unis est plus claire et plus évidente qu'au Canada, donc on est un petit peu forcé. À partir du moment où ça devient, ben là, les passagers canadiens disent, ouais, attends une minute, tu rembourses l'Europe, tu rembourses pas le Canada, puis tu rembourses pas le Canada. On est quoi, des passagers de seconde zone? Tu sais, tu vas entendre ce genre de choses-là. Là. Oui, absolument. L'argument des gestionnaires, celui que j'ai entendu aussi d'observateurs, économistes et autres personnes du genre, c'est que si tu achètes un billet non remboursable qui te coûte moins cher, tu prends un risque et ça inclut le risque de ne pas être remboursé s'il arrive un fameux act of God. Fait que donc... les points de vue se défendent tous. Une des principales problématiques avec ça, c'est le fait que tu es supposé être capable d'utiliser un échange selon les mêmes conditions. Et là, ce qu'on sait, c'est que dans les 1, 2, 3 prochaines années, les coûts des vols vont être très différents. Donc, dans le fond, tu ne pourras pas utiliser ton crédit dans les mêmes conditions. C'est un peu ça l'argument des groupes de consommateurs. Ouais, mais ça, l'évolution du prix des billets, moi... T'es pas convaincu que ce sera pas plus rapide que ça? Ben, écoute, moi, j'ai commencé à faire mon étude personnelle à peu près toutes les 3 semaines. Je tape dans l'ordinateur. Je fais Montréal. Montréal-Paris. J'ai pris Montréal-Paris, rien de plus standard. Je vérifie avec Air Canada, Air Transat. Je fais Google Flights. Je fais quel autre logiciel je fais? Je vérifie avec Level. Puis Air France. Puis à date, non seulement ça n'a pas monté, mais une petite tendance à la baisse. Là, tu sais. Déjà, les prix du mois d'août pour la Paris ont commencé. On a vu qu'il y avait des résultats à la baisse un peu. Donc, ça, puis je me suis promis de garder cette étude-là, de la faire à toutes les 3 semaines, à peu près un mois, pendant 1 an, parce que je le sais que cet hiver, on va nous sortir des reportages d'experts qui vont nous dire que ben là, le prix des billets a monté ou va monter. Mais tant que tu es encore interdit de voyage, grosso modo, en Europe, là, c'est pas surprenant. Mais à partir du moment où on va pouvoir, est-ce que les transporteurs vont avoir avantage à augmenter la capacité
aussi rapidement que ça, ou bien de vendre ses billets plus chers, ça fait juste des meilleures marges? Ben, c'est que faut pas oublier que le billet d'avion, c'est un produit dont la demande n'est pas élastique. Si tu étires le prix, la demande ne suit pas. Non. Elle se contracte. OK? Ouais. Et en ce moment, tu parles à des gens qui sont en train de se noyer. OK? Ouais. Quelqu'un qui est en train de se noyer, là, puis quand tu t'approches de lui, tu essaies de dire, ben non, accroche-toi pas après moi, je vais couler avec toi, il y a un danger qui te fasse couler pareil. Les compagnies sont en train de se noyer, puis t'as beau leur dire, pas une guerre de prix, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Il y en a un qui va le faire. Il y en a un qui va le faire. Puis ça va partir. Et ça va partir. OK? J'ai hâte de voir, M. Soleil. Ça a commencé aux États-Unis. Il y a des guerres de prix. Les compagnies ont commencé à se faire des guerres de prix. Les avions sont occupés à 20%, puis ils veulent monter à 25%. Ben, regarde, je vais baisser mon prix de billet de 20$, puis je vais avoir 5 passagers de plus. Fait que je suis gagnant. Tu sais? Bien hâte de voir. Fait que, moi, je suis très sceptique face à ça. Ouais. N'oublie pas qu'en Europe, les compagnies sont subventionnées par les gouvernements, et aux États-Unis, Ouais. ils ont les moyens de faire des guerres de prix à court terme. Tu donnes des arguments à Boeing, là. Mais c'est bon, on va voir M. Soleil. J'ai très hâte de voir ça. On passe en défense, Olivier. Futur chasseur... Hein? Chasseur japonais? Aéropod. Merci pour ça. Futur chasseur japonais, on vous avait parlé du Shinshin déjà, le fameux X2 qui était développé au Japon. Donc là, les Japonais commencent à concrétiser leur plan pour le prochain chasseur qu'ils vont avoir, le successeur au Mitsubishi F2, qui est comme le... En fait, c'est l'équivalent du Super Hornet, mais chez le F-16. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un F-16 30% plus gros. Donc là, ils sont l'agence, le Acquisition Technology Logistics Agency au Japon qui s'occupe de l'achat des matériels militaires, commence à chercher des partenaires pour développer un avion. Ça arrive en même temps où les Anglais avec BAE Systems travaillent sur le Tempest et Dassault et Airbus travaillent sur le FCAS, le Future Combat Air System. Donc, ce qu'on sait déjà, c'est que l'interopérabilité est un facteur clé, donc de pouvoir parler à tout le monde, donc link size, tous ces trucs-là. On sait que c'est un design page blanche. Donc, ça ne sera pas comme ça a été dans le passé, un F-22 avec l'avionique du F-35 et ou un FB-22. Ouais. Donc, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Le X2, le Shinshin, ne va probablement pas informer la forme que cet avion-là va avoir, comme c'est un design page blanche. Ouais. Et il faut savoir que quand ils ont fait le Shinshin, il y avait, l'avion a volé, le X2 a fait quelques centaines d'heures de vol, mais il y avait 14 programmes technologiques qui touchaient au développement d'un nouveau chasseur, incluant le moteur XF9-1 que les Japonais ont développé, mais des programmes comme radar, capteur électro-optique, brouilleur, antenne. Donc, les Japonais ils ont quand même développé une base sur laquelle faire des systèmes matures pour un avion de chasse. Donc, on va surveiller ça. Ça va être quand même assez intéressant. Les Japonais ont quand même des bonnes idées. Ils font des trucs assez... Puis ils seraient partants pour avoir un minimum de matériel occidental donc, autrement dit, de s'auto-fournir. Tu sais, on avait déjà parlé dans le passé que, par exemple, leur avion de patrouille maritime, ils étaient même allés jusqu'à développer leur propre moteur. Là. Ouais. Donc, est-ce qu'on est dans la même philosophie, la même pensée, c'est-à-dire d'essayer de développer notre propre avionique, nos propres affaires? Il semblerait qu'ils s'alignent là-dessus. Et les partenaires qu'ils veulent avoir, on ne sait pas encore si c'est un partenaire, exemple, OK, BAE Systems, on va acheter votre cellule, ouais. Et on va mettre les trucs japonais dedans, ou on veut juste avoir quelqu'un qui va faire, mettons, un aileron, ou ils sont après à regarder un peu. Mais déjà, on voit que le programme, ils vont en avant avec ce programme-là. OK, cool. Intéressant. Le T-7A, comment ça va? Le T-7A, qui est le remplaçant du T-38, qui est l'avion que Boeing et Saab ont proposé au gouvernement américain et vont pour remplacer le T-38 qui littéralement tombe en pièces, détaché. Les pauvres T-38, ça fait 50 ans que ça vole? Ouais, à peu près. Ouais. Ces avions-là. Donc, un contrat de 9,2 milliards qui a été donné en septembre 2018 à Saab et à Boeing. 351 avions, le premier va être livré opérationnel en 2023 à à San Antonio, au Texas. Donc là, ils ont fait le Critical Design Review après 18 mois. Ils ont évalué le design, à savoir le siège éjectable, le moteur, qui est le moteur du F-18, qui est le F-404, et les pylônes externes. Et donc, ils ont révisé ça. Ils ont dit, c'est beau, l'avion rencontre les critères du design. Vous pouvez commencer à aller de l'avant pour la production de l'avion. C'est le moteur du Super Hornet 414. Hein? C'est 404.
la même hauteur qu'il y avait dans le T-50. Ah oui. Ça me surprend qu'ils aient pas été avec C'est beaucoup trop fort. Parce que déjà, le design, c'est un avion qui avait pas besoin de la post-combustion pour aller assurer les performances. Ils ont quand même mis un moteur avec post-combustion. OK. Ça va flyer. Ça va flyer. Juste, je regardais les chiffres. Exemple, l'avion pèse, au décollage, pèse quelque chose comme 12 000 livres. Il y a 17 000 livres de poussée avec la post-combustion. Ils n'en ont pas besoin. Grimper vertical. Et puis, juste comme le T-38, je donne des chiffres, là, mais donne un ordre d'idée. Le T-38 pèse, exemple, 12 000 livres. Et le T-38 a, exemple, 10 000 livres de poussée. OK. Déjà là, ça marche. C'est un avion très performant. Donc, cet avion est encore plus léger, encore plus de puissance, ça va être assez impressionnant comme performance. Quand tu as un ratio 1:1 dans le poids puis poussée, tu es déjà dans le très, très performant. Tu es rendu à 1,5 livres de poussée pour le... Puis la raison pour laquelle ils n'ont pas besoin de la post-combustion pour faire les manœuvres de vol, c'est qu'ils veulent un avion où, justement, le fait d'avoir autant de puissance en réserve, si l'élève met l'avion dans une situation qui est où on va perdre l'avion, l'instructeur peut reprendre les contrôles, aller chercher le double de la puissance qu'il y a et sortir l'avion de la situation. OK. D'après moi, oui, tu sors de... Hey, écoute. C'est que tu t'en vas quelque part. Je sais pas si tu sors de la situation, mais... Mais d'après moi, tu passes d'un avion à une fusée en mettant... Ça va être assez hallucinant. J'ai vraiment hâte de voir les... ça me fait penser à Coyote Bill qui perd les... Mais il est beau, en plus. Oui, très bel avion. C'est dommage que ce soit Boeing, parce qu'il est vraiment cool. C'est un Saab. C'est vrai, c'est un Saab. Avec McDonald's. Oui, c'est vrai. Mais tu remarqueras ça, là, je vais te faire une observation sur Boeing. Okay? Oui. Tout ce qui vient de Saint-Louis, OK? C'est Saint-Louis, Missouri, tout ce qui est les F-15, le F-18. Ouais. As-tu remarqué, il n'y a pas de problème, là. Les problèmes, c'est à Renton. Je l'ai souvent dit sur l'aéropod que tout ce qui est Boeing militaire qui vient de chez McDonald's est très, très bon. Ouais, les avions, sans joke, là, mécaniquement, techniquement, d'un point de vue ingénierie, il n'y avait aucun problème chez McDonald's. Là. C'est la culture de Douglas. Ouais, comme on entend souvent, qui est venu tout merder ça chez Boeing. Là. Mais on en a déjà parlé abondamment, donc voilà. Parlant donc, de superbe la machine. Non, superbe machine. Je voulais finir sur une bonne note. Oui, le T7, mais c'est un Saab. Ouais, c'est vrai. Mais il est beau, il est cute. Il a un petit côté. Il est cute. Wow. C'est pas parce que ton partenaire est un mauvais joueur que tu peux pas arriver avec un bon résultat. Exactement. Exact, ouais. D'accord. Parlant de ce que la culture et l'organisation peuvent changer dans les résultats, la Navy vient de sortir les résultats d'une étude sur la maintenance de leur flotte. C'est fascinant. Alors, c'est fou. Donc, on parle du côté de la US Navy d'un problème de planification de la maintenance qui a résulté en plus de 62 000 jours de maintenance de plus que ce qu'on avait prévu sur leur flotte d'aéronefs à aile fixe depuis 5 ans. Donc, entre 2014 et 2019. Pour vous donner une petite idée, là, l'Air Force, par comparaison, est plus de 22 000 jours en dessous de leur prévision. Donc, c'est pas, par exemple, la complexité de la flotte fait que c'est pas ça. Ils ont deux façons différentes de gérer leurs choses et ça donne des résultats complètement différents et c'est hallucinant. Olivier avait une théorie là-dessus. Ouais, c'est ça, que certaines différences particulières dans la façon de faire. Là. Ben, c'est sûr que au niveau de la marine américaine, les avions atterrissent sur les bateaux. Donc, c'est très, très dur. Aussi, il faudrait... je sais que la marine américaine, ils ont tendance à pas réparer aucune composante. Ils changent les composantes. Ils réparent juste pas. Donc, il y a souvent des avions qui se retrouvent au sol sans pièces parce que la compagnie qui fait des pièces n'existe juste plus. Donc là, il faut que tu trouves une pièce à quelque part. Ou le taux de remplacement des pièces est plus rapide que prévu. Avec toutes les opérations au Moyen-Orient, dans le Corée de Sable, ils ont passé au travers de la vie utile des avions, surtout pour la marine, beaucoup plus que pour l'Air Force, à un rythme complètement hallucinant. Ils ne s'attendaient jamais à brûler la vie de leurs avions aussi rapidement que ça. Mais là, je fais une précision. On dit pas que les avions de la Navy ont passé plus de temps en maintenance. On dit qu'ils ont passé plus de temps que prévu. C'était vraiment un problème de planification, dans le fond. Donc, dans le fond, ce qu'on a blâmé, ce qu'on a amené comme résultat selon l'étude, c'est que le problème, c'est le partage de la documentation. Donc, on savait pas, par exemple, que les équipes opérationnelles avaient changé tel morceau et quand on rentrait dans les
Les escadrons? Bases. Non, mais les bases. Les dépôts. Les dépôts, merci. Quand on rentrait dans les dépôts, on refaisait du travail en double, on savait pas qu'on avait certains jobs à faire, donc des choses comme ça. Donc, mauvais partage et aussi mauvaise planification. Donc, dans le fond, en fait, on va voir comment ils vont réagir à ça et qu'est-ce qu'ils vont faire comme investissement et tout. Est-ce que je peux... Effectivement, c'est intéressant. Moi, j'aimerais voir le secrétaire de la Défense, Mattis, qui avait sommé la marine, en fait, toutes les branches militaires américaines, d'augmenter leur taux de disponibilité de leurs avions. Ouais. Je serais curieux de voir cette étude-là, qui est sortie, en comparaison avec le taux de disponibilité. Ouais. Parce que, peut-être que la US Air Force, ils ont eu comme 27 000 jours de moins de travail, mais si pendant ce temps-là, leurs avions étaient tous à 50% de disponibilité, puis là, exemple, la marine, ils avaient 62 000 jours en plus, mais ils avaient un taux de disponibilité de 80%, mais c'est comme, OK, oui, mais ça serait intéressant pour mettre un peu plus de lumière, pour mettre pas du contexte. Oui, parce qu'en même temps, ça permettrait peut-être de mettre en lumière. Tu disais que les avions étaient surutilisés et ou utilisés abondamment. Là, donc, on vieillit beaucoup plus vite et tout ça. Fait que c'est peut-être ça aussi qui driverait le fait qu'on les a beaucoup sollicités au Moyen-Orient et tout. Si ça met du contexte là-dessus pour essayer de voir... très bon point. Au-delà des chiffres qui sont complètement scandaleux. Écoute, si on trouve la réponse, on va vous revenir avec ça la semaine prochaine. Oui, c'est sur la liste de suivi. Super, excellent. La courte liste. Petit suivi d'ailleurs, parlant de suivi. De suivi, exact, merci. L'espace. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? On est des fans de SpaceX ici à l'Aéropod. Oui. Et donc, Crew Dragon, qui est toujours attaché à la station spatiale, au début, il devait rester entre 4 semaines et 4 mois dans l'espace. J'avais expliqué que c'était pour le taux de dégradation des panneaux solaires. C'est ça qui déterminait combien de temps la capsule allait rester sur la station spatiale. Et là, ce qu'ils se rendent compte, c'est que les panneaux solaires performent mieux que prévu. Et il y a un taux de dégradation, de diminution d'efficacité des panneaux solaires dans le temps. Et ils se rendent compte que les panneaux solaires se dégradent moins vite et fournissent plus d'électricité que ce qu'ils étaient supposés fournir après X nombre de temps dans l'espace. Okay. Donc, ils sont entièrement satisfaits, la NASA, de ça. Là, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent faire revenir la capsule Endeavour le 4 août. C'est ça que j'ai dit? Ouais. Oui. 4 août. Le 2 août, pardon. Le 2 août. Oui. Et parce qu'ils ont besoin de 6 semaines, une fois que la capsule est revenue, pour analyser les données du vol afin de qualifier la capsule de façon définitive pour le vol des humains. Il y a déjà une deuxième capsule Crew Dragon qui est en assemblage, qui va bientôt arriver en Floride, pour la mission avec 4 astronautes déjà prévus au mois d'août. OK. Donc, plus la capsule revient vite, plus ils peuvent commencer à travailler là-dessus pour qualifier leur capsule. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un des astronautes, le monsieur Benkin, qui est sur la station aujourd'hui où on enregistre le 26 juin. Ils sont après faire une sortie dans l'espace pour changer des batteries. C'est la dernière modification sur la station spatiale. Ils changent 4 batteries pour quand la station est à l'ombre, dans la nuit orbitale, pour conserver l'électricité. Donc, ils sont après à faire ces modifications-là. Il est sorti au mois de juin, au mois de juillet. Quand ça va être terminé, l'astronaute, M. Benkin, avec son collègue Hurley, va pouvoir revenir sur Terre avec Endeavour. Et la dernière chose qui va rester à tester, c'est les fameux parachutes qui ont été redessinés par SpaceX dans le courant au début de l'année 2020. Donc, c'est le dernier test qui reste pour revenir, mais ils ont grandement confiance que tout va bien se passer. Dans le fond, ils sont tellement satisfaits qu'ils sont pressés de la revoir pour pouvoir la réutiliser. Exactement. C'est ça, dans le fond. Ouais, intéressant. C'est rare qu'on parle de franc succès, là. Ouais. Je trouve ça beau. Intéressant de finir sur une bonne note. On finit pas encore, tout à fait. Hey. Okay. Parce qu'on parle de la nouvelle réglementation américaine. Oh non, j'avais oublié. Et on va vous faire ça assez rapidement. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que suite au fiasco du MAX, il y avait eu une commission parlementaire, une commission sénatoriale, pardon, où on s'était demandé est-ce qu'il y a des problèmes avec la certification des appareils aux États-Unis. Et le comité, étrangement, de la FAA, conjoint FAA et Industrie, est arrivé avec des conclusions comme quoi tout était parfait. Il y avait eu 2-3 petits glitches, mais à part de ça, tout était beau. Et les sénateurs ne sont pas d'accord. Ils ont mis le gif du chien quand la salle qui brûle, là. Qui dit « This is fine ». Ouais. C'est un peu ça. Et donc, il y a 2 sénateurs, un républicain qui est le président de cette commission-là des transports et du commerce, et la démocrate la plus haut placée dans cette commission-là, qui ont déposé un projet de loi
qui ferait des modifications assez majeures au processus de la FAA. Donc, pour vous faire ça rapidement, il y a 6 points clés. Premièrement, on ferait des modifications sur comment fonctionne la délégation de pouvoir de la FAA à l'intérieur des organisations. Ici, on appelle ça les NDM. Hein, Greg? C'est des délégués du ministre. Mm-hmm. Donc, au Canada, c'est Transport Canada qui qualifie les délégués des ministres. Mais aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Jusqu'à maintenant, la compagnie avait un pouvoir quasi absolu sur qui allait obtenir les pouvoirs de certification délégués par la FAA. Ça, ce serait retiré par le projet de loi et c'est la FAA qui aurait le dernier mot sur la qualification. Puis pour bien comprendre, là, ce que ça sous-entend, c'est que au Canada, c'est quand même l'OIM, admettons Bombardier, qui va dire « Moi, je veux que ce soit telle personne qui devienne délégué du ministre ». Mais en bout de ligne, le Transport Canada pourrait, puis c'est déjà arrivé dans le passé, pourrait dire, ben écoute, on a interviewé ta personne, on lui a fait passer des examens, peut-être pas le meilleur choix. Alors que aux États-Unis, c'est la FAA n'a pas de mot à dire. Ils font juste dire, OK, ben voici, c'est John Smith là, qui va devenir délégué du ministre. Bonjour, bienvenue. OK, bye, on commence. That's it. Ouais. Voilà. Puis dans le fond, ce qu'on avait identifié à l'intérieur des organisations, c'est un peu le problème actuel avec la présidence, là, puis vous me passerez sur le commentaire politique, mais ce que ça donnait, c'est que ce qui pouvait retenir un délégué de pouvoir de la FAA de faire quelque chose de mauvais, c'est que culturellement, il était protégé des pressions à l'intérieur de l'organisation. Donc, par exemple, c'était mal vu de faire pression sur un ODA, mais c'est tout. C'était pas illégal de faire pression sur cette personne-là. C'était pas. Donc, on veut éliminer le fait que si jamais la culture d'entreprise ne supporte pas la sécurité, ces personnes-là deviennent ultra vulnérables. Ensuite, il y aurait de nouveaux conseillers de la FAA qui s'assureraient de la conformité des actions des ODA, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc, il y aurait un superviseur, une supervision double à l'intérieur des organisations et à l'intérieur de la FAA de ces personnes-là. Nouveau. Ensuite, on demanderait officiellement au NTSB, donc le Bureau de la sécurité des transports américains, de faire des recommandations sur certains points clés, entre autres l'automatisation du vol, les réactions initiales des pilotes et le système de gestion de la sécurité, ou le SMS, chez les manufacturiers d'origine. On établirait aussi des nouveaux mécanismes de protection pour les lanceurs d'alerte. Donc, on sait, par exemple, chez Boeing, qu'il y a des gens qui avaient levé le flag comme quoi il y avait un sérieux problème de sécurité, donc des pilotes d'essai puis des personnes au niveau de la certification. Et ces craintes-là ne se sont jamais rendues à la FAA. On veut éviter que cette situation-là puisse se reproduire dans le futur. On éliminerait les panels pro-industrie. Donc, le panel qui a fait la recommandation comme quoi tout était beau avec le processus de certification. Mais il s'attendait à quoi? Je sais pas comment ça pouvait bien virer, mais bon, en même temps. Hey, ça va pas bien chez vous, t'es-tu d'accord? Non? OK. This is fine. This is fine. Mais le bout le plus intéressant sur ce point-là, c'est qu'on forcerait également les manufacturiers à éliminer tout incitatif qui ne prioriserait pas totalement la sécurité dans le processus de certification. Donc, par exemple, un ingénieur en charge de la certification d'un appareil qui aurait un incitatif salarial, comme par exemple un bonus par rapport au temps court de certification, ça serait éliminé. Ça ne pourrait plus se produire. Mais s'il y a un bonus lié à la sécurité, ça, c'est correct. Oui, exact. OK. Bien hâte de voir ça, moi. Ouais, puis en même temps, tu sais, c'est Il doit en avoir beaucoup chez Martin Baker. Mais tu sais, en même temps, c'est une loi qui aurait un impact sur le processus de rémunération des gens à l'intérieur des compagnies. Aux États-Unis, ça, c'est vraiment complexe d'aller jouer comme ça dans une personne morale. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Et également, on augmenterait les capacités techniques internes à la FAA en créant un nouveau centre d'excellence en automatisation et en facteurs humains. Oh. Donc, le bout qui est intéressant là-dedans, c'est que dans le fond, c'est un désaveu de la stratégie de Boeing qui mettait encore et toujours le pilote au cœur de ses opérations. En tout cas, qui disait faire ça, puis qui en même temps intégrait un MCAS par la porte d'en arrière, là. Oui, et c'est un virage au niveau des budgets de la FAA. Absolument. Écoute, on a tellement coupé dans les budgets de la FAA depuis 20 ans. Là, on dit, ben, ça va prendre du monde. Ouais. Donc, il va falloir, avec ça, va venir à un moment donné des budgets. Là, oui. Ben, en fait, tu disais 20 ans. Moi, j'ai vu qu'on avait identifié ce problème-là avec des problèmes avec des appareils en 1979. Donc, ça fait très longtemps qu'on a ce problème-là, exactement. Là, je pense qu'on va décider de l'adresser plus de front. Du moins, je dis ça, c'est un projet de loi qui n'a pas passé le ballotage des partis et qui n'a pas été voté non plus. Oui. De quoi il va avoir l'air une fois qu'il va avoir été charcuté en commission?
Mais ce qui est important de se rappeler dans tout ça, pour les gens qui nous écoutent, c'est que on a besoin d'un changement au niveau de l'industrie, puis ça presse. Ben écoute, c'est suffisamment important et pressant qu'on a une loi non partisane qui a été déposée. Ouais. Ben bipartisane, en fait, pardon. Bipartisane. Donc, c'est quand même ça un indice assez majeur qu'on s'enligne vers des gros changements. Oui, parce que l'industrie aéronautique américaine, le MAX a débuté la crise de l'industrie aéronautique américaine. Et là, en plus, avec le COVID-19, hey, les petits copains, enlignez-vous, replacez-vous vite parce que vous allez manquer le bateau. Et je pense que du côté de la FAA, on avait aussi, en tout cas du gouvernement par rapport à la FAA, on avait peur d'avoir une perte de crédibilité totale où les instances réglementaires étrangères allaient plus accepter les conclusions. Là. Donc, ça allait peut-être mettre un frein mondial au développement technologique dans l'industrie. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il y a ben beau être le leader mondial, mais tu leads plus bien. Exactement. C'est là qu'on en est. À suivre, c'est très long, parce que c'est un processus législatif américain. Puis on s'entend qu'avec les élections qui s'en viennent et tout, il se passera probablement rien avant l'année prochaine et même peut-être 2022. Mais bon, en même temps, on voit cette première démarche-là où on a au moins quelque chose sur la table à dessin pour commencer à avancer. Oui. Intéressant. On va voir. Et aussi, bout intéressant, on se rapproche de comment ça se fait dans d'autres instances réglementaires. Tu sais, je disais que c'était déjà comme ça chez Transport Canada. On remarque qu'on a déjà des bonnes pratiques. Oui. C'est pas pire, c'est pas parfait, mais c'est quand même très bien. Quand même, faut le faire. Oui. Bravo, excellent. Là-dessus, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. Oui, absolument. C'était Claudia Ouellette. André Allard. Olivier Lacombe, et de plus, Carthage va être détruite. Grégory Blanc. C'est incroyable, merci Olivier. tout le monde. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.